Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur CNews si vous nous rejoignez pour Punchline été. À la une ce soir, obligatoire sur certains trottoirs mais pas sur d'autres. Difficile d'y voir clair parmi les nouvelles règles en vigueur sur le port du masque dans la capitale et ses communes limitrophes. La mesure s'applique depuis 8 heures ce matin, mais sur le terrain, elle ne semble pas encore tout à fait totalement respectée et pour cause, on n'y comprend pas grand-chose. Les condamnés pour terrorisme sont-ils des prisonniers comme les autres? La question est au cœur d'un bras de fer politique. 164 de ces individus sortiront de prison dans les 3 ans. Le Conseil constitutionnel a censuré une loi qui prévoyait d'encadrer ces libérations de mesures de sûreté, comme le port d'un bracelet électronique par exemple. Non, dit le Conseil constitutionnel, cela porte atteinte aux libertés fondamentales. Encore un maire agressé, celui d'une commune du Pas-de-Calais, reçu des coups après avoir voulu mettre fin à du tapage nocturne. D'après les chiffres du ministère de l'Intérieur, ils sont 233 élus ou adjoints à avoir été violentés depuis le début de l'année 2020. Un chiffre en augmentation par rapport à 2019. Nous reviendrons avec nos invités sur ces déchaînements de violence et sur le respect face à l'autorité publique de plus en plus malmené dans notre pays. Et vous le voyez sur ces images, oui, ce sont celles d'une rave party clandestine sur un terrain de Lozère. Un autre exemple de violation d'une réglementation en place. On rappelle qu'en cette période de crise sanitaire, les rassemblements de plus de 5000 personnes sont toujours interdits. 10 000 jeunes font pourtant la fête dans cette région. On y reviendra tout à l'heure. Et autour de moi pour évoquer tous ces thèmes ce soir, Olivier d'Artigol, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chroniqueur politique. Nous accueillons également William Tay, bonsoir. Bonsoir. Président du think tank Le Millénaire. Et puis à vos côtés, Julien Audoul, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du bureau national du Rassemblement national. On évoque donc ce masque et le bazar des masques en quelque sorte. Le masque devient obligatoire dans une centaine de rues à Paris et dans ses communes limitrophes. À vélo, à pied, en marchant ou en courant. Il faut désormais le porter à certains endroits. Tous les arrondissements sont concernés, mais attention, pas tous les quartiers, ni tous les trottoirs, même dans une même rue. Comment y voir clair? C'est la question qu'on se pose ce soir. On va d'abord voir cette carte. Regardez en rouge les artères ou portions de rue où il faut impérativement porter son masque au risque de se faire verbalisé. Alors, comment s'est passée cette première journée? On va tout de suite prendre la direction du quartier de Montmartre pour retrouver Léo Marron, masqué. C'est bien, Léo, dites-nous si l'ensemble des Parisiens autour de vous en font de même et comment ils prennent cette mesure. Alors masqué, oui, c'est devenu obligatoire, vous l'avez dit, sur la butte Montmartre. Nous sommes juste devant le Sacré-Cœur et effectivement, le masque est obligatoire sur toute la zone autour de la basilique, sur toute la butte. C'est vrai que c'est un lieu très fréquenté, vous le voyez derrière moi, il y a beaucoup de passages ici. Alors toute la journée, plusieurs patrouilles de police sont affectées ici afin de faire de la pédagogie, de la prévention. L'objectif, c'est d'informer les gens de l'entrée en vigueur aujourd'hui du port du masque sur toute la zone. Pas de verbalisation pour le moment aujourd'hui. Ce sera 135 € d'amende dans les prochains jours en cas de non-respect. Et c'est vrai que vous le voyez peut-être derrière moi, les passants rencontrés ici n'étaient pas tous au courant de cette nouvelle mesure sanitaire. En tout cas, tous ici ne portent pas le masque. Beaucoup d'ailleurs, vous le voyez derrière moi, il y a un peu de confusion, notamment sur les zones précises, les rues précises où porter le masque ou pas. En tout cas ici, sur la butte Montmartre, le masque est obligatoire sur toute la zone autour de la basilique, d'où l'intervention de la police aujourd'hui pour faire de la pédagogie, de la prévention. Merci beaucoup Léo Marron, direct du quartier de Montmartre à Paris avec Lotfi Mokhtar. Premier tour de table, alors cette mesure, est-ce qu'on se moque des Français? Est-ce qu'on leur impose une nouvelle mesure incompréhensible? Moi, je pense que la carte que vous avez montrée parle d'elle-même, elle se passe de commentaires. C'est totalement absurde, c'est confus, c'est empli d'amateurisme et ça va évidemment générer une confusion extrême pour les Français qui vont se dire tout simplement les autorités se moquent de nous. Ça fait des mois et des mois que les Français se disent que le gouvernement se moque d'eux parce que tout est confus, tout est flou, rien n'est clair. Et là, c'est vrai que dans les cartes qu'on peut voir, dans les directives qui sont données avec ces rues donc, où le port du masque est imposé, les autres où finalement on peut faire ce qu'on veut, c'est à n'y rien comprendre. C'est à n'y rien comprendre et ça va générer d'une part de la défiance vis-à-vis de ces règles sanitaires qui encore une fois sont nécessaires puisqu'il faut rappeler que le masque aujourd'hui est le seul outil de protection contre le coronavirus.
coronavirus, c'est-à-dire qu'on n'a pas de traitement, on n'a pas de vaccin pour le moment. Donc ce petit bout de tissu, pour l'instant, c'est notre seule protection. Et surtout, ça va encourager un grand nombre de Français à se dire, bon, de toute façon, on se moque de nous, donc on va passer outre les règles sanitaires. Et puis ça va engendrer ça va surtout aussi... obliger chacun à avoir cette carte sans cesse sur soi pour être sûr d'être dans le bon droit. Mais surtout, ça va générer aussi des injustices puisque le malheureux qui va en fait emprunter la mauvaise perpendiculaire au mauvais endroit, donc qui va tomber donc sur 2 policiers, va se voir donc verbaliser donc de l'ordre de 135 €. Par contre, si vous êtes un militant et que vous avez un t-shirt Justice pour Adama et que vous manifestez, là il n'y aura aucune verbalisation. Si vous êtes un clandestin, vous manifestez, il n'y aura aucune verbalisation. Et si vous êtes un rêveur et que vous allez en Lozère, il n'y aura aucune verbalisation. En tout cas, c'est malheureusement ce qui est depuis quelques mois. Donc, il y a des discriminations en fonction du ciblage, ce qui engendre quand même aussi pas mal d'injustices. Les maires sont en responsabilité. Ils prennent donc des décisions de santé publique. Alors là, c'est le maire et la préfecture. Anne Hidalgo, bien sûr, en contact avec la préfecture. D'autres mairies, d'autres territoires ont pris des décisions analogues il y a quelques jours. Le virus circule. Les Français sont d'ailleurs, les sondages qui sont réalisés, 64% sur le dernier, adhèrent plutôt au fait que nous devons nous protéger, le masque, les gestes barrières. Alors bien sûr, cette mesure, alors je sais que le sport national est de polémiquer sur tout et tout le temps, mais elle est frappée du coin du bon sens, dans le sens où les zones retenues sont des zones fréquentées beaucoup par notamment les touristes. Pas sur les Champs-Élysées, puisque la largeur des trottoirs permet. Je pense que les gens feront preuve petit à petit de discernement, verront les zones où on porte le masque, verront les zones où on ne porte pas le masque. Et d'ailleurs, vous savez, ça se passe plutôt bien. Je connais des élus locaux qui ont mis en place des mesures. Mais dans les centres touristiques, il y a le port du masque. Quand on est un peu plus dans un quartier périphérique, ça n'est pas le cas. Je pense que les choses se mettent en place. Et à partir du moment où le virus, encore une fois, n'est pas derrière nous, la responsabilité de la parole publique, y compris parfois médiatique, est d'appeler au respect des règles qui sont proposées. Voilà. On va voir la réaction de Philippe Juvin, qui est le chef du service des urgences à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Réaction à la publication de cette carte. Contre le Covid-19, dit-il, il faut de la rigueur. Regardez, cette carte est incompréhensible. Par exemple, comment expliquer, vous en parliez à l'instant, Olivier d'Artigol, que les Champs-Élysées, où il y a beaucoup de monde et venant de partout, n'y figurent pas. Nous ne pouvons pas continuer avec un tel amateurisme, dit Philippe Juvin. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple, finalement, de dire on porte le masque partout ? Qui est par ailleurs un élu local. Oui, mais peut-être qu'on ne sait pas... Ça aurait été plus clair pour les Français. On ne sait pas comment les choses vont évoluer. On verra la manière dont les choses se passent. On était insatisfait, on avait bien raison de ne pas avoir de masque en mars dernier. On ne va pas aujourd'hui, il n'y a pas de mouvement anti-masque comme c'est le cas parfois aux États-Unis, dans notre société, heureusement. Je pense que les choses sont en train de se mettre en place. Mais c'est un peu différent. On n'a pas mis de masque obligatoire en mars parce qu'on n'avait pas de masque, parce qu'on n'en avait pas. Non, la vérité, c'est que le gouvernement et les autorités publiques se dirigent vers une forme de progressivité. C'est-à-dire qu'on petit à petit, on va aller vers le port du masque obligatoire. La question, c'est qu'on sait à peu près que la contamination est moins efficace en lieu extérieur qu'à l'intérieur. Moi, je pense qu'il faut quand même le rendre obligatoire pour faire comprendre aux Français que nous allons vivre avec le virus jusqu'à 2022, soit à peu près la date qu'on va trouver en fait, pour le vaccin. L'idée, c'est de montrer en gros, nous allons vivre avec le virus. Tant qu'il n'y a pas de vaccin, nous allons porter le virus. Moi, je pense que l'erreur d'Emmanuel Macron... Nous allons porter le masque. Vous allez porter le masque. Vous avez dit nous allons porter le virus dans la pièce intéressante. Je pense qu'Emmanuel Macron, l'erreur qu'il a effectuée, c'est qu'au sortir du déconfinement, il aurait dû dire « je déconfine », mais en échange, tout le monde porte le masque. Je pense que c'est une erreur de communication qu'il a effectuée. La vérité, c'est que comme on n'a pas assez de lits de réanimation, qu'on n'a pas encore assez de tests, le seul moyen de nous protéger d'une deuxième vague qui sera désastreuse économiquement, c'est de généraliser les tests barrières et donc le port du masque. Je pense que les Français sont prêts à le faire. En fait, en mars, on a confiné pour les personnes âgées et aujourd'hui, on rend le port du masque obligatoire pour rendre obligatoire le port du masque chez les jeunes. La question de la gratuité pour les milieux populaires. Oui. Parce que c'est un vrai coût pour leur pouvoir d'achat. Je pense déjà qu'ils ont souffert du confinement, du chômage partiel avec des salaires qui n'étaient pas complets. Il y a un vrai problème d'accessibilité pour des familles populaires. Ce qui est navrant véritablement, c'est que le gouvernement
à 3 mois de retard dans la guerre contre l'épidémie. Je me rappelle que Marine Le Pen, dès le 1er mai, avait demandé que le port du masque obligatoire dans l'espace public pour justement favoriser le déconfinement et permettre cette transition, voilà, et faire prendre aux Français, conscience aux Français que l'épidémie n'était pas derrière nous. Alors certes, on sortait de cette période de confinement, donc qui était évidemment nécessaire à la fois pour la santé et puis pour l'économie, mais et qu'il fallait faire ça progressivement. Et le principe de précaution, c'était évidemment de rendre ce masque obligatoire. Ça n'a pas été fait. Et à tous les niveaux, on voit que le gouvernement a toujours du retard et subit en fait les choses, subit les événements et réagit. Et dans la réaction, et n'assume pas. C'est-à-dire que là, ce qui est frappant, c'est que le gouvernement ne veut pas assumer l'obligation du port du masque partout et tout le temps. Voilà, donc il laisse évidemment... Il a délégué aux élus locaux la prise de décision. Exactement, mais il ne veut pas assumer parce qu'en fait, il est incapable... Pour vous, il se dérobe? C'est une façon de se dérober de la gestion de la crise? Il se dérobe parce qu'il est incapable de faire respecter cette consigne sanitaire. C'est ça aussi. Et d'ailleurs, pourquoi le port du masque n'est pas obligatoire sur les Champs-Élysées? Alors certes, on peut parler des trottoirs. Moi, je pense que sur les Champs-Élysées, ça engendrerait un certain nombre de problèmes avec notamment certains jeunes, avec certaines racailles qui descendent sur les Champs-Élysées et que ça engendrerait des troubles à l'ordre public. Et ce que ne veut pas le gouvernement et les autorités. Est-ce qu'on va pouvoir aller dans les semaines qui viennent vers, j'ai envie de dire, des décisions de bon sens? On connaît tous nos territoires, là où nous vivons. Je parle de la ville de Pau. Ça n'aurait pas de sens s'il y a le port du masque décidé, ce qui n'est pas encore le cas, sur Pau, dans l'hypercentre, le centre touristique, là où il y a le château, etc., où il y a un rassemblement, bien sûr, de touristes, d'habitants. Ça me semblerait une décision de bon sens. Mais connaissant d'autres quartiers où on peut gérer ça avec la distanciation sociale, ça me permettrait infondé de l'imposer sur l'ensemble du territoire que je connais un peu. Donc, est-ce qu'on va pouvoir aller, dans les semaines qui viennent, vers un minimum de polémique et un maximum d'efficacité à l'échelle des territoires que nous connaissons bien? Et là-dessus, quelles que soient les tendances politiques, j'ai tendance à faire confiance aux élus locaux. Avec le binôme, le préfet, ça peut fonctionner dans le sens où ils connaissent parfaitement leur territoire. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'on peut essayer ça et y arriver? C'est la question de la lisibilité. Quand on prend une rue, qu'on tourne à gauche ou qu'on tourne à droite, qu'on n'a plus le masque obligatoire, qu'on reprend une autre perpendiculaire et qu'on est verbalisé, ça paraît très compliqué. C'est vrai pour les limitations de vitesse, on arrive à... Pour moi, la seule distanciation qu'on peut effectuer, c'est la question horaire. On peut se dire qu'on ne rend pas le masque obligatoire dans certaines tranches horaires, par exemple tard la nuit et pas en heure de pointe. Et la deuxième différence, c'est qu'on le fait en fonction des zones géographiques, en fonction de la densité. Mais par exemple, si on rend le masque obligatoire à Paris, il faut rendre le masque obligatoire en proche banlieue également, parce que ce sont des territoires... les communes limitrophes sont concernées à partir de ce matin 8h. Oui, mais je crois qu'il y a certaines communes qui ne sont pas concernées et ce n'est pas très, très lisible de toute façon. L'Île-de-France, c'est une densité urbaine de 12 millions d'habitants. Donc c'est une des zones les plus denses du monde, similaire à des grandes métropoles mondiales. Donc il faut rendre le masque obligatoire dans toute l'Île-de-France. On va demander son avis à un médecin qui est en direct avec nous, Dr Ali Afjehi. Bonsoir, merci d'être avec nous sur CNews. Vous êtes médecin urgentiste au centre hospitalier de Parly 2. Comment avez-vous accepté, on va dire, l'arrivée de cette carte? Ou plutôt, comment avez-vous pris l'arrivée de cette carte avec des zones en rouge et d'autres pas? Alors, déjà, je vais commencer avec un peu d'humour pour détendre tout le monde. Voilà, un petit sculpteur que j'ai mis à côté de moi, qui vient de la montagne, qui est masqué. Mais revenons au bon sens réellement. Franchement, là, on est en train de faire des sujets de division pour rien, parce qu'il faut savoir pourquoi on fait les choses. Pourquoi on le fait? C'est-à-dire que vous allez porter un chapeau parce qu'il y a le soleil que vous voulez vous mettre à l'ombre. Vous ne le mettez pas la nuit ou le soir, à moins que vous soyez un peu excentrique et rigolo. Ça, c'est autre chose. Mais disons que pourquoi on veut mettre le masque partout? Parce que certains pensent, et ce n'est pas prouvé, qu'il y a une aérosolisation, d'accord, du virus. C'est-à-dire que vous l'auriez peut-être dans l'air. Parce que sinon, il n'y a aucune raison. Hein. Alors nous sommes les premiers à avoir demandé le masque. Donc vous pouvez me croire si je dis quelque chose là-dessus, puisque nous sommes des personnels soignants aux urgences. Nous étions vraiment au contact de ces patients, donc il fallait. Et le fait d'avoir des masques est indispensable quand c'est clos, quand vous êtes près de quelqu'un, soit de vulnérable, soit de malade, que les deux portent un masque, évidemment, parce que c'est ça le bon sens, c'est pour ne pas se cracher dessus. C'est pour éviter les contaminations de la main à la main ou que les gouttelettes tombent. Donc se laver les mains aussi, il ne faut pas l'oublier. Deuxième chose, porter un masque, certes, encore faut-il bien le porter. L'acceptation, la faisabilité, la pertinence que je viens juste de vous rappeler en résumé, eh bien,
ça se résume en bon sens. Pourquoi ne pas dire tout simplement, alors peut-être qu'on ne fait pas confiance à la population, parce qu'il faut des réglementations, parce qu'il faut des règles, et que tout de suite, c'est mieux que faire comprendre et de faire de la pédagogie. C'est-à-dire que quand vous êtes près de quelqu'un, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a plein de gens qui courent aussi et qui vous passent à 50 cm. C'est ridicule. Il faut juste faire comprendre aux gens. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui ne vont pas écouter. Alors c'est pour ça peut-être qu'on fait des règles et qu'on met la police derrière. Mais moi, je préfère toujours élever les consciences et expliquer quand même que l'importance du masque, c'est pour vous protéger et pour ne pas aussi cracher sur les autres. Et que c'est quand il y a un endroit confiné, c'est là qu'il faut le porter. Parce que j'ai peur aussi on aurait dû le faire porter obligatoirement partout. Et écoutez, obligatoirement partout, non, je ne suis pas pour le porter obligatoirement partout. C'est le porter uniquement que quand vous avez des endroits où vous passez devant quelqu'un. Là, votre Léo était là-bas au Sacré-Cœur, il n'y avait personne là où il était. Il ne l'aurait jamais attrapé. Il peut rester là-bas 1 an, il n'attrapera pas le coronavirus s'il y a autant de monde autour de lui. En revanche, s'il y a plein de monde autour et qu'on fait une rave party et qu'on est tous l'un côté de l'autre et qu'on boit de l'alcool et qu'on s'embrasse tous, etc., bah là, c'est sûr que vous allez faire un foyer. Est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas... Est-ce que votre point de vue de médecin, du coup, ce n'est pas aussi d'aller dans le sens de... On donne trop d'informations aux Français, parfois des informations contradictoires qui peut-être, justement, vont plutôt dans le mauvais sens par rapport à la lutte contre la propagation de ce virus ? Oui, malheureusement, vous savez que quand il y a des règles, c'est facile. Donc les médias, nous aussi, tout le monde, s'en prennent. Il ne faut pas que ça devienne un sujet de division. Ça, c'est ridicule. Il faut avoir, là, vraiment, le bon sens, c'est le porter quand c'est nécessaire. C'est-à-dire quand je vous le dis simplement, quand vous êtes auprès de quelqu'un de proche et que vous êtes confiné. Mais quand il y a de l'air et tout, encore une fois, je terminais juste ma phrase, qu'il n'y a pas de foyer de cluster, comme on dit entre guillemets en anglais, qui soit survenu de manière importante dans des endroits ouverts. Alors maintenant, on peut l'utiliser politiquement et pour dire qu'on a fait quelque chose, certes, mais je veux dire, scientifiquement, pour l'instant, ce n'est pas prouvé. Alors, effectivement, c'est peut-être de la prévention. Foyer détecté en plein air pour l'instant. Exactement, en plein air, dans la rue, écoutez-moi, dans la rue, en plein air, avec du vent, il n'y aura pas d'infection au coronavirus. Ou alors, c'est vraiment qu'il y ait une charge virale. Je vais vous l'expliquer encore très simplement pour que vous sachiez. Il faut qu'il y ait beaucoup de virus qui arrivent. Il faut que vous soyez avec un délai avec le virus. Et comment vous répondez? Voilà, ça c'est ni de droite ni de gauche, c'est le virus. Et maintenant, les politiques vont faire ce qu'ils veulent, mais ça ne changera pas ni à la manière dont se transmet le virus, ni comment il faut se comporter. Il faut se comporter intelligemment. Olivier, et ça, c'est vrai que c'est parfois compliqué. Veut intervenir dans notre conversation. Oui, docteur. Il y a eu beaucoup de dissensus dans la communauté scientifique et chez certains médecins dans des périodes depuis mars qu'on a connues. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un consensus qui se dessine dans la communauté scientifique sur... le port du masque? Je ne parle pas des politiques là, qui ont dit beaucoup de... Non, mais moi aussi, je n'ai pas parlé de politique non plus. Je voulais juste expliquer... Je termine. Et dans les sociétés, dans d'autres pays, dans d'autres sociétés plus rompues que la nôtre à la gestion du risque sanitaire, notamment sur les pays qui ont connu le SRAS, on voit bien que ce sont aujourd'hui des sociétés qui portent assez généralement le masque quand il y a un retour d'épidémie ou même dans la vie quotidienne. Est-ce que vous pensez qu'il y a un phénomène culturel et que nos sociétés vont peu à peu aller dans cette direction-là, c'est-à-dire un peu plus j'ai envie de dire, de respect de ces règles-là. Le port du masque en étant une, il me semble essentiel dans la période qui vient. Alors, vous avez raison pour certaines choses, mais juste éclairer un petit peu. Dans ces pays dont vous parlez, il y a beaucoup de concentration de population. Vous voulez parler certainement de la Chine, du Japon, tout ça, en Corée, etc. Il y a beaucoup plus de concentration. Deuxièmement, ils ont une culture où ils ne s'embrassent pas tout le temps quand ils se disent bonjour. Il y a aussi beaucoup d'autres effets qui sont de proximité dans les marchés, et donc nous n'avions pas. Maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas porter le masque. Je vous ai dit en commençant que nous étions les premiers à demander à avoir le masque. Mais c'est comme tout. Écoutez, je vous explique un tout petit peu. Vous protégez, c'est pourquoi vous protégez. Et il n'y a pas de... On ne peut pas avoir une controverse là-dessus. C'est-à-dire, le chapeau, la nuit, à l'ombre, ça ne sert à rien. On a compris. D'accord, très bien. On a bien entendu ce message, juste aussi sur cette carte qui est évolutive, ce qui ne devrait pas arranger les choses, qui est vrai aujourd'hui peut être faux à partir de demain. Ça aussi, ça ne va pas aider les Français à être à jour chaque matin quand ils partiront en ville. Qu'en pensez-vous, docteur ? Écoutez, moi, je pense qu'effectivement, là, c'est exagéré, parce que si, à ce moment-là, mettons tout Paris sur rouge, et puis voilà, à ce moment-là, on aura
ou bien, disons aux gens, quand vous vous rapprochez de quelqu'un, mettez le masque. Là, c'est obligatoire. Mais comme c'est compliqué de faire éveiller les consciences, mais plutôt que de donner un ordre, eh bien, voilà ce qu'on fait. Alors, les rues, effectivement, les Champs-Élysées, tout ça, c'est un peu ridicule, je dois l'avouer. Mais enfin, bon, vous allez voir, ce trait rouge va s'agrandir parce que nous aurons dit que c'est ridicule et parce que c'est la réalité scientifique. Vous allez le voir, il va y avoir certainement des décisions politiques, mais non pas scientifiques pour le moment, qui vont dire on va tout mettre en rouge. Et encore une fois, que vous mettiez en rouge ou pas en rouge, moi je préfère parler aux jeunes et à tous les gens et essayer de porter le masque quand vous passez à côté de personnes vulnérables ou que vous soyez même à la maison. Parce que qui me dit qu'ils auront tellement marre d'avoir porté le masque dans la journée que quand ils vont se retrouver seuls, ils vont enlever les masques. Ce qui est contre-productif. Merci d'avoir partagé votre éclairage avec nous, docteur Ali Afjehi. Je vous en prie. Médecin urgentiste au centre hospitalier de Paris 2. On va justement essayer d'en savoir un peu plus sur les Franciliens. Comment ont-ils vécu cette première journée? Nous allons en entendre plusieurs. Nous sommes allés leur poser la question. Écoutez. Je pense que sur Paris, il faut avoir le masque partout. Il faut porter le masque à l'extérieur maintenant, depuis 8 heures ce matin. Je vais porter le masque et puis c'est tout, ce sera très simple comme ça, je me suis sûre de ne pas me tromper. Je sais que là où Montorgueil, il y a quelques quartiers de Paris où le port du masque est obligatoire. J'essaierai de voir sur l'application, mais comme c'est le chemin où j'emprunte à Montorgueil pour aller à mon travail, donc je me suis dit, bon, ben, j'ai mon masque. De toute façon, je le porte tout le temps maintenant, le masque. Je mets le masque parce que comme je ne sais pas maintenant où il faut le mettre, je le mets tout le temps, comme ça je suis tranquille. Comme je ne sais pas où exactement il faut le mettre, un peu, oui, il faut que je regarde la liste. C'est ce qu'on entend, hein, le pragmatisme de tout le monde, le bon sens finalement. Mettons le masque, on n'avait peut-être pas besoin de cette carte avec quelques lignes rouges. Non, c'est pour ça que fait, petit à petit, on va arriver à un port du masque obligatoire dans toute la zone. En fait, la vérité, c'est que le port du masque n'est vraiment pas nécessaire en extérieur. On le sait à peu près. La vérité, c'est qu'on le fait pour cibler les jeunes et certaines populations qui refusent de le porter et en fait éveiller les consciences pour que certaines populations, notamment, je prends un exemple, c'est ceux qui ont agressé un chauffeur de bus à Bayonne pour avoir refusé de porter le masque. Le but, c'est de faire évoluer la conscience. Ça veut dire que les Français n'ont toujours pas compris. Est-ce que c'est pas aussi prendre les Français un petit peu pour ce qu'ils ne sont pas? Ils entendent bien depuis 4 mois qu'il faut le porter, ce masque. La vérité, c'est qu'il y a 2 clivages. Il y a un clivage qui est au niveau de l'âge générationnel. C'est-à-dire le port du masque est accepté à peu près quand on est à partir de 45-50 ans, à un taux d'approbation de 90-97%, et il devient beaucoup plus bas quand on est beaucoup plus jeune. Et ensuite, il y a un deuxième clivage qui est notamment géographique. C'est-à-dire qu'il y a certaines zones de population habitant à certains endroits qui refusent de porter le masque. On a vu plusieurs vidéos. Enfin, dans certains endroits, ça paraît très compliqué. La vérité, c'est qu'en fait, on va se diriger petit à petit vers un port du masque obligatoire pour faire comme en Chine ou dans les pays est-asiatiques, éveiller les consciences pour le rendre obligatoire. Mais en fait, cette mesure est destinée pour certaines populations. Et ça veut dire qu'on n'est pas capable en France de le dire d'entrée de jeu, portons tous le masque tout le temps? Il faut différencier. Les Français globalement ont compris. Il y a certaines parties qui n'ont toujours pas compris. Non, mais la directive n'a pas été donnée dans ce sens-là. Ça, c'est la faute du gouvernement. Mais, exactement. Non, mais ça veut dire qu'on n'ose pas. Un regard positif sur ce qui se passe. Notre société a plutôt tenu le confinement, et certains dans des conditions d'hébergement ou des conditions de vie difficiles. Quand vous prenez le train, ce qui doit nous arriver dans nos déplacements, moi, ce qui m'arrive toutes les semaines. Ce qui arrive à de nombreux Français en ce moment en période de vacances. Dans les gares, dans les trains, il y a vraiment le port du masque généralisé aujourd'hui. Sans que cela ne soulève, j'ai envie de créer une situation de tension. Les choses sont régulées. On a quand même certains exemples où les choses se passent bien. Ouais, je suis d'accord avec vous sur le fait que la trajectoire vers laquelle on va certainement sur une trajectoire où ça va être généralisé, ce qui demande une décision politique. Je mettrais juste un élément. On prend le cas de Mayenne, par exemple. Oui. Le gouvernement, les autorités locales ont réussi à mettre en place des foyers de contamination. Ce qui a réussi à détruire ces foyers, c'est les personnes asymptomatiques, donc les personnes les plus jeunes, ceux qui ne portaient pas le virus. Le problème, c'est qu'en fait, on fait toutes ces mesures pour ces personnes-là, en fait. Mais on sait, depuis, on a reçu beaucoup de médecins, donc maintenant, on est les uns et les autres, en tout cas moi, comme ils ne sont pas tous d'accord, ça sur un niveau de culture scientifique assez faible me concernant, je dois l'avouer, mais on ne cesse de progresser et de comprendre de plus en plus. Pas toujours. Le fait, on peut régresser sur certaines émissions, mais après on se remet de tout. Le fait de tester massivement, ce qui n'est pas encore le cas. On nous avait dit 700 000, la marche sera à 700 000. La semaine dernière, on était encore à 400 000 hebdomadaires. Le fait de tester, d'isoler, avec les cas contacts, etc., ce qui demande des moyens.
Et le fait de respecter scrupuleusement masques, gestes barrières, etc. Si on est bon sur ces 3 curseurs, on peut faire face à la situation. Mais ça demande une politique publique et ça demande très certainement encore beaucoup de pédagogie. Voilà, encore. Pour le soi-disant meilleur système de santé au monde. Ça ne l'est pas. Non, ça ne l'est plus du tout. On l'a bien vu avec la crise sanitaire. Malheureusement, le public a fait face. Les personnels ont fait face. Vous avez raison. Les structures n'ont pas fait face. Et on a bien vu que nous n'avions pas le système de santé le meilleur du monde. Peut-être l'un des meilleurs du tiers-monde, à la rigueur. Mais objectivement, ce qui manque, c'est pas la prise de conscience des Français. Je pense que les Français ont été extrêmement raisonnables, disciplinés pendant le confinement. Ils ont pris conscience que ces 8 semaines étaient nécessaires justement pour enrayer donc l'avancée de l'épidémie. Ils ont conscience aussi que le masque est important et qu'aujourd'hui c'est notre seule protection. Là où ça pêche en fait, c'est qu'au plus haut niveau de l'État, c'est flou. Au plus haut niveau de l'État, en fait, on ne sait pas où on va et on réagit un peu en fonction des événements et au gré du vent. On l'a vu notamment ces derniers mois, il y a un manque de lisibilité sur ce que veut faire ce gouvernement face à cette épidémie. Il est conseillé par un conseil scientifique qui est censé l'aiguiller dans sa prise de décision. Malheureusement, le conseil scientifique a alerté quand même sur plusieurs semaines donc, sur le retour de l'épidémie, sur la nécessité de rendre ce masque obligatoire. Bien des fois, le gouvernement s'est assis sur les avis et a pris finalement, en fonction de ses intérêts, ce qui l'arrangeait. Mais il aurait été évidemment beaucoup plus pertinent, beaucoup plus raisonnable qu'au sortir du confinement, le gouvernement nous dise, pendant les 3 prochains mois, pour le principe de précaution, nous allons tous porter le masque. Voilà. Comme il aurait été extrêmement raisonnable que le gouvernement nous dise que les frontières allaient être contrôlées, comme en Nouvelle-Zélande. Pourquoi la Nouvelle-Zélande a pu enrayer l'épidémie? Tout simplement parce qu'ils ont fermé les frontières, ce qui n'a jamais été fait en France, et que là aujourd'hui... Ils ont testé massivement aussi. Ils ont testé massivement, et que là aujourd'hui, un étranger qui vient est soumis donc à une quatorzaine. Voilà. Ce qui n'est pas fait en France, c'est-à-dire que n'importe qui vient, il y a des contrôles totalement aléatoires sur la base du volontariat, et ensuite, s'il est contaminé, donc il peut répandre le virus. Donc tout ça n'est pas fait, donc il y a un manque de lisibilité, il y a un manque de volontarisme de ce gouvernement. Je partage l'avis sur la lisibilité. En fait, il suffit de prendre plusieurs éléments. Le premier, c'est le contrôle aux aéroports. L'Allemagne contrôle la provenance de 160 pays, alors que nous, on n'en contrôle que 16. Alors que pourtant, on est dans le même espace de liberté. On est dans un marché commun. On peut être pour ou contre le marché commun, mais c'est un marché commun, donc la liberté est totale en termes de déplacement individuel. Pourquoi est-ce que l'Allemagne en contrôle 160 et la France uniquement 16? Le deuxième élément, sur le conseil scientifique. J'ai plus l'impression que le gouvernement a utilisé le conseil scientifique pour appuyer légitimement sa décision avec une légitimité scientifique plutôt que prendre son avis. Quand on prend le dernier avis du conseil scientifique nous dit qu'il y aura certainement, très probablement, une deuxième vague en octobre-novembre, pour plusieurs raisons. En fait, ce n'est pas parce que le virus est saisonnier, mais parce que le comportement, et notamment la vague de froid, va conduire les gens à rester chez eux ou dans des espaces clos, ce qui va accélérer les cas de contamination. Pourquoi est-ce que, par exemple, on n'a pas plus de tests? Les tests, c'est basé sur 3 éléments. Avoir plus de tests, avoir plus de personnel pour avoir des résultats et réduire le niveau de réaction, donc d'avoir les résultats plus rapidement. Et 4e point, si on veut vraiment mettre le paquet sur l'économie, pourquoi est-ce qu'on n'a pas beaucoup plus de lits de réanimation? Quand on prend le système de santé, c'est vrai que le système de santé est un des meilleurs qualitativement. Mais quand on doit gérer 66 millions de personnes et qu'on a un virus qui frappe tout le monde sans discrimination, on a besoin d'avoir beaucoup plus de lits de réanimation. Nous, on a travaillé par exemple sur une comparaison de système de santé entre la France et l'Allemagne. On a 5 000 lits de réanimation, l'Allemagne en a 25 000. Oui, avec un même niveau de dépenses. On en revient malheureusement aux questions qu'on se posait déjà il y a 3 le fait de laisser la gouvernance des hôpitaux, non pas à des financiers, mais aux personnels qui ont fait la démonstration qu'ils savent faire et savent comment faire. Et le fait que lorsqu'on laisse les lois du marché, de la concurrence, sur les questions de santé publique, on s'est désarmé. Et donc, il va falloir retrouver un état stratège. Ça, c'est un autre débat qu'on abordera peut-être une autre fois, messieurs. Surtout sur la politique du... On est tous d'accord. Je pense qu'il faut, par exemple, un pôle public du médicament aujourd'hui dans nos pays. On en reparlera une autre fois. On referme cette page consacrée au masque. On va faire une courte pause avant d'évoquer le suivi des condamnés pour terrorisme sur le territoire français. À tout de suite.
Avant d'évoquer le suivi des condamnés pour terrorisme sur le territoire français, nous revenons un instant sur l'attaque survenue au Niger hier soir. 8 personnes sont mortes, dont 6 Français qui travaillaient pour l'ONG Acted. L'association a tenu une conférence de presse aujourd'hui. Elle annonce qu'elle va déposer plainte à Paris afin que les familles puissent savoir exactement ce qui s'est passé. Elle regrette que la communauté internationale ne garantisse pas davantage la sécurité des travailleurs humanitaires déployés dans les pays à risque. Le directeur général délégué d'Acted a aussi fait part de sa très grande tristesse, ravivée par l'incompréhension. La zone dans laquelle se trouvaient ces humanitaires n'était pas déconseillée par les autorités. Au Niger, par exemple, nous travaillons dans des zones qui sont qualifiées comme rouges. Mais si nous n'y allons pas, qui y va? Si nous n'y allons pas, qui va nourrir la population? Qui va soutenir cette population? Au Niger, nous avons environ 200 employés. Nous soutenons 232 000 bénéficiaires directs. À Difa, complètement dans l'est du pays, à Tillabéri, dans la partie ouest. Et si vous regardez la carte, évidemment, vous dites que ce sont des zones rouges. Et c'est l'épouvantable paradoxe de savoir que nos jeunes humanitaires sont morts dans cette zone jaune, une zone où l'on pouvait aller, je dirais, de manière assez classique. Alors, monsieur, le Quai d'Orsay est réputé d'ordinaire comme étant prudent et plutôt trop alarmiste en général quant aux régions du monde considérées comme dangereuses. Est-ce que cette fois, il a minimisé les risques? D'abord, c'est bien qu'on ait la clarté sur ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux depuis qu'il y a eu cette barbarie, des commentaires sur mais comment peut-on aller faire du tourisme là-bas, etc. C'est absolument pas ça. Nous sommes là sur des personnes engagées, très courageuses dans des pays difficiles, compliqués sur la situation. La question de leur protection se pose, bien évidemment. Et puis la question de où en sommes-nous vraiment concernant ces groupes djihadistes. Et on en a beaucoup parlé sur d'autres actualités aussi terribles, mais notamment sur leur financement. C'est-à-dire qu'il va falloir un jour poser pour de vrai la question du lien entre certains pays, avec qui d'ailleurs nous sommes en relation, et le financement aujourd'hui de ces groupes djihadistes qui continuent donc à semer la mort. Oui, le gouvernement a un peu minimisé, parce que si on prend la déclaration de Florence Parly du 13 juillet, elle a dit que la situation au Sahel était en train de s'améliorer et de façon visible. Bon, visiblement, ce n'est pas encore le cas. Depuis l'opération Barkhane, donc au Proche Sahel, la question, c'est qu'on n'a toujours pas réussi à la fois à stabiliser la zone, à maintenir la zone et à éliminer complètement les groupes terroristes, et à réussir à former notamment les États locaux et les armées locales à lutter efficacement contre les terroristes. Ça veut dire qu'on est obligé de maintenir une présence française. Seulement, avec uniquement 4 000, 5 000 militaires français, c'est impossible de couvrir une telle zone. C'est impossible. On peut stabiliser les grandes capitales, mais on ne pourra pas couvrir toutes les routes. Par contre, il est toujours utile d'avoir des ONG qui s'engagent, notamment pour participer au développement de ces zones. Il faut savoir comment à la fois on les protège, mais comment on protège la population. Moi, je pense qu'il faut à la fois arriver à amener nos partenaires européens pour stabiliser la zone et amener des moyens supplémentaires. Notamment, je pense qu'il vaut mieux se concentrer sur cette zone-là que sur le Proche-Orient, comme veut le faire Emmanuel Macron au Liban, qui est une zone beaucoup plus sensible et risquée, avec beaucoup plus d'intérêt. L'avantage de cette zone, c'est qu'on arrive à la contrôler. On a à peu près le soutien des gouvernements locaux. Des gouvernements, pas forcément toutes les populations. Et ensuite, petit à petit, il faut les former à lutter eux-mêmes contre le terrorisme. Ça prendra beaucoup de temps, mais je pense qu'il faut l'expliquer clairement. Si on le dit et on dit qu'on va mettre les moyens pour stabiliser la zone, non pas pour donner de l'argent à ces pays-là pour qu'ils en fassent n'importe quoi, mais pour nous protéger contre le terrorisme, je pense que les Français et la population locale sera prêts à l'entendre. Ça fait 7 ans qu'on est sur place aussi. Je pense que ça prendra plus que 7 ans, ça prendra une décennie. Bien sûr. Julien Adoul. Bon, déjà, c'est un drame, la perte de nos aussi compatriotes. On l'a vu hier, c'est toujours un bouleversement quand on a 6 Français qui sont tués dans ces conditions, dans une zone extrêmement difficile, bien sûr, on le sait. Ils le savaient aussi, et d'ailleurs, c'est admirable, je tiens à le dire, qu'il y ait des personnes, des femmes et des hommes engagés pour ces missions humanitaires dans ces zones, puisqu'ils s'engagent pour les autres au péril de leur vie, et ils le savent quand ils s'engagent. Donc j'aimerais adresser un message de solidarité déjà à l'égard de leur famille et puis de leurs collègues d'Acted. Ensuite se pose la question de la guerre contre le djihadisme dans cette zone au Sahel. La France est bien seule. La France est bien seule face à un ennemi que vraisemblablement nous ne pourrons pas éradiquer. On l'a dit, nous sommes 5000 soldats sur un territoire qui est à peu près peu ou prou de la taille du continent européen. Nous sommes très seuls et moi je ne me résous pas à ce que seul le sang français soit versé là-bas pour lutter contre notre sécurité. Je trouve que l'Union européenne est bien discrète. Je trouve que nos alliés, nos voisins européens
ferait bien de nous soutenir dans ce combat-là. On parle beaucoup d'armée européenne, on parle beaucoup de défense européenne. Là, la réalité, c'est que l'armée européenne, c'est l'armée française. C'est l'armée française qui s'engage, c'est l'armée française qui prend les coups, c'est l'armée française qui perd des fils régulièrement. Et très sincèrement, si nous voulons vraiment assurer notre sécurité, parce que les hommes et les femmes qui luttent là-bas, les hommes et les femmes aussi qui s'engagent pour l'humanitaire, assurent notre sécurité, puisque c'est contre un ennemi mondial, le djihadisme international, qui est effectivement financé par des puissances avec lesquelles nous avons des liens économiques, l'Arabie Saoudite, le Qatar. Monsieur Macron a beau jeu de demander des réformes au Liban, il serait bien de demander aussi certaines réformes à l'Arabie Saoudite et au Qatar. Mais c'est vrai que bizarrement, les pays qui produisent des hydrocarbures, on ne leur demande jamais rien. Voilà. Ça, c'est assez curieux. Mais il y a un vrai sujet et il faut véritablement qu'on ne soit plus seul pour lutter contre le djihadisme dans cette zone. N'oublions pas aussi une réalité. Nous parlons de cette barbarie quand nos compatriotes en sont victimes. C'est bien normal. Mais n'oublions pas qu'il y a eu 2 victimes, le chauffeur et le guide avec les 6 Français, et que les premières victimes des djihadistes, ce sont les populations locales elles-mêmes, qui sont très régulièrement frappées. Après, il faudra bien évidemment un jour qu'on puisse aussi reparler de la manière dont ces groupes djihadistes sont nés. Ils sont nés aussi ils ont prospéré sur des décisions politiques, d'instabilité de cette région. Ils ont été financés. Donc il y a aussi beaucoup d'hypocrisie sur l'ensemble de ce dossier. Merci, messieurs, pour ces premières réactions. Le terrorisme qui nous amène à nous poser cette question ce soir. Les condamnés pour terrorisme sur le sol français sont-ils des prisonniers comme les autres? Quelle solution pour suivre leur sortie de prison dans les 3 ans? Ils sont 164 dont la libération est programmée. Le Conseil constitutionnel a censuré une loi défendue par La République En Marche prévoyant des mesures de sûreté, notamment le port d'un bracelet électronique retoqué au motif qu'elle porte atteinte aux libertés fondamentales, notamment celle d'aller et venir, droit à la vie privée, droit de mener une vie familiale normale. Vos réactions, c'est un sérieux revers pour la majorité? Oui, c'est un second revers suite à la loi Avia. Je suis moi toujours étonné, le Conseil d'État avait été sollicité. Là, le Conseil constitutionnel retoque sérieusement. Il retoque très sérieusement. Il faudra donc regarder les suites politiques sur la manière dont l'exécutif, le gouvernement et la majorité va réagir. Il ne faut pas oublier que la saisine du Conseil constitutionnel vient du président de l'Assemblée nationale et de parlementaires, sénateurs et députés de gauche. Il faut prendre des décisions dans le respect de l'état de droit, parce que ce serait la victoire ultime des terroristes que de nous faire lâcher sur l'état de droit. Et il peut y avoir des solutions, mais pour le coup, elles n'étaient pas présentes dans cette proposition de loi. Sur cette loi précise, évidemment, c'est un échec pour la majorité, mais après, quand la majorité demande l'avis au Conseil d'État pour formuler cette proposition de loi, que le Conseil d'État est plutôt d'accord et que le Conseil constitutionnel censure cette loi, on peut se poser la question de l'extension du pouvoir du Conseil constitutionnel. Depuis globalement la décision de 71, on a vu que le Conseil constitutionnel se permet tout et n'importe quoi en faveur évidemment des libertés, et c'est normal qu'on ait un Conseil constitutionnel. Mais de la base, normalement, le Conseil constitutionnel est là pour analyser véritablement des articles précis. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais se baser vraiment sur les grands principes de la Constitution. Là, ils inventent des principes, ils créent du droit, et ce n'est pas leur devoir. Ceux qui créent du droit, c'est le législateur. Ah oui, le Conseil constitutionnel crée du droit. Je peux vous faire tout un cours dessus, mais ce serait très compliqué. Ensuite, sur les mesures, il rappelle la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Oui, mais normalement, elle ne figure pas dans la Constitution. Ensuite, sur la question des terroristes, normalement, on peut se poser une question sur comment ça se fait que des terroristes sortent aussi rapidement, 5 ans uniquement après des faits. Normalement, il faudrait allonger des peines pour ces terroristes-là. Ils devraient être considérés comme des criminels de guerre. Pour ceux qui ont commis des crimes. Ces condamnés pour terrorisme sont-ils considérés comme des prisonniers comme les autres? Non, normalement. Doivent-ils l'être quand on prend des gens qui ont commis des crimes contre la France pendant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, c'est la prison à vie, voire la décapitation. Quand on prend des personnes qui ont fait des crimes en France, ils doivent avoir la peine maximale. Pour ceux qui ont fait des crimes à l'étranger, notamment ceux qui ont été en Syrie, ils devraient être jugés dans les pays où ils ont commis des crimes. Donc normalement, ils ont droit à une peine qui est spécifique. Et je pense que ceux qui ont commis des crimes en Irak et en Syrie, ils ont le droit à la peine maximale, qui est la peine capitale. Il faut évidemment rappeler que
djihadistes, que les terroristes islamistes ne sont pas des criminels de droit commun. Il faut rappeler comme le processus, ce sont des personnes radicalisées qui sont converties à l'idéologie islamiste, qui est une idéologie mortifère, qui ont brûlé leur passeport, qui ont fait le choix délibéré, on ne les a pas forcés, qui ont fait le choix de s'engager sous la bannière noire de l'État islamique, qui ont fait le choix de partir combattre en Irak ou en Syrie, qui ont commis pour la plupart d'entre eux des exactions, des abominations, des massacres, des viols, et aujourd'hui qui demandent de revenir en France, et donc pour certains qui ont été malheureusement rapatriés, et je mets rapatriés avec des guillemets parce que pour moi ils ne sont plus français. À partir du moment où on déclare la guerre à la France, à partir du moment où on s'engage sous la bannière d'une puissance ennemie et qu'on commet des massacres à la fois contre des soldats français, contre des civils irakiens ou syriens, on n'est plus français, et notamment s'ils sont binationaux, on devrait les déchoir de leur nationalité française. Mais ce qui est très grave dans tout ça, c'est qu'on a un ministre de la Justice qui est l'ardent militant du retour des djihadistes en France, qui est l'ardent militant de faire en sorte que ces personnes, qui devraient être jugées en Irak et en Syrie, et donc qui devraient encourir, pour certains d'entre eux, la peine capitale, donc reviennent chez nous et, encore une fois, et au final sortent de prison. Puisque on voit le temps de détention de ces criminels de guerre, mais est totalement indécent, est totalement absurde au regard de la dangerosité de ces personnes. Et ensuite, il faut rappeler que les 165 qui vont sortir, ces 165, c'est 165 risques d'attentats potentiels. Oui. Parce qu'il y a eu une étude quand même assez intéressante et assez effrayante du Centre d'analyse du terrorisme qui montrait que 60% des djihadistes qui étaient partis en Afghanistan, donc ressortissants français, 60% avaient été condamnés à leur retour pour des faits de radicalisation. Donc le djihad continue, quelle que soit la suite qui peut être donnée donc, à ces personnes, endoctrinent en prison, commettent de nouveaux attentats. Donc il faut évidemment que ces personnes, si on peut les laisser en Syrie, en Irak, ce soit le cas et soient jugées sur place, et sinon qu'elles restent évidemment derrière les barreaux. Vous parliez du garde des Sceaux, on va voir sa réaction, puisqu'il s'est exprimé dans la presse. Éric Dupond-Moretti dit qu'il ne s'agit ni d'une gifle ni d'un camouflet. Il prend acte de cette décision. Nous travaillons à l'adaptation et au renforcement de notre dispositif. Puisqu'il dit, même lui dit qu'il y avait de bonnes choses aussi dans ce projet, enfin dans cette loi, d'accompagnement de la libération de ces détenus. Dupond-Moretti est allé un peu plus loin dans la discussion dans l'hémicycle, puisqu'il a indiqué que ce texte-là ne suscitait aucun problème. Qu'il y avait un consensus. Oui, donc il s'est un peu plus mouillé, j'ai envie de dire. Que peut-il dire aujourd'hui autre que ce qui vient d'être donné à l'écran? Il y a vraiment, il va falloir suivre de près dans les prochains jours la manière dont l'exécutif bouge sur ce sujet, avec un débat au sein même de la majorité présidentielle à l'Assemblée. On va saluer, parce qu'elle vient de nous rejoindre, Anne-Héry Le Pallec. Bonsoir, vous êtes maire Les Républicains de Chevreuse. On parle justement de la nécessité d'avoir un consensus politique sur des problématiques aussi importantes, sur des risques qui posent sur la sécurité de l'ensemble des Français. Généralement, devant les parlementaires, les lois qui touchent au terrorisme, la plupart du temps, font globalement consensus. Et c'est vrai qu'on a une demande, même si c'est un petit peu indicible, presque d'une justice d'exception pour ce genre de criminels, puisque ce sont ça n'a aucune commune mesure avec tous les autres délits qui sont sanctionnés. Et donc, très souvent, et je trouve que c'est heureux, en dehors de, par exemple, la déchéance de la nationalité qui, sous François Hollande, avait quand même fait débat, mais en dehors de ce genre de points particuliers, la plupart du temps, il y a un consensus politique autour de ces décisions. Et ce qui explique certainement, et je ne suis pas là pour le défendre du tout, mais ce qui explique la confiance de Éric Dupond-Moretti quand il parlait de ce texte, et puis peut-être aujourd'hui cette forme de rétropédalage et d'adaptation. Ceci dit, je crois que la demande est forte de la part de la population française d'avoir vraiment un système peut-être particulier, même si c'est toujours délicat d'exprimer ce terme de justice d'exception, mais d'avoir vraiment un traitement particulier pour ce type de terroristes. Il y a un fondement juridique, c'est qu'il y a une différence, c'est que ceux qui ont commis ces crimes et qui vont bientôt sortir, ils ont commis des crimes au nom d'un État, l'État islamique au Levant, donc Daesh. Ils n'ont pas commis des crimes en tant que Français, des crimes de droit commun, ils n'ont pas volé une baguette au coin de la rue ou quoi que ce soit. Ce sont des criminels de guerre. Donc il y a deux fondements, soit c'est des crimes de guerre, soit c'est des crimes de haute trahison contre la nation française. Sur ces deux fondements, ils doivent prendre des peines qui sont maximales dans un état de droit classique. Si on prend une comparaison, aux États-Unis, ils en auraient pris pour 250 ans. Je
je blague pas, mais c'est vraiment ça. Parce qu'on n'est pas limitatif aux États-Unis sur ces peines-là. La question, c'est comment on fait pour réarmer notre dispositif. Quand Dupond-Moretti dit qu'il va renforcer son dispositif, il raconte strictement n'importe quoi. On sait très bien qu'en fait, avec la censure du Conseil constitutionnel, ce que dit le Conseil constitutionnel, c'est que les mesures ne sont pas conciliées entre la liberté et les mesures pour vaincre le terrorisme. Donc ça veut dire qu'il doit réduire la densité de ces mesures. Donc en fait, il va alléger son dispositif, mais il peut pas le dire à cause de l'enjeu du problème, parce que quasiment tous les Français sont d'accord sur ces questions-là. La question, c'est comment on fait pour adapter notre politique pénale et notre politique régalienne contre les terroristes. Moi, je pense qu'il faut faire la chose qui est maximale. Il faut réformer notre politique pénale, remettre en place les peines planchers, faire respecter les peines. Quelqu'un qui est coupable de terrorisme ne peut pas rester uniquement que 5 ans en prison, c'est strictement impossible. Pour d'autres cas, pour ceux qui ont commis éventuellement des actes de délinquance, il y a une possibilité de réinsertion, mais quelqu'un qui a juré de combattre pour un pays étranger, des Français, de tuer des Blancs et de tuer des chrétiens, il doit rester en prison jusqu'à la fin de sa vie. Oui, ça demande à tout re-questionner par-delà le débat parlementaire. Le problème, c'était que nous étions sur des situations de sortie sèche. C'est-à-dire que tout le travail qui peut se faire d'études des profils, etc., là, c'était pas, vu les lois qui ont été votées, c'était plus le cas. Il faudra aussi se poser la question à la source. Je sais que quand on va sur ce terrain-là, ça peut faire débat, mais savoir comment des personnes peuvent ne plus avoir d'imaginaire, leur imaginaire étant remplacé par un projet de mort et un projet totalement fou. Donc il faudra aussi continuer à travailler, que les sanctions soient fortes. Il faut peut-être revoir le niveau des peines, bien évidemment, mais s'interroger aussi sur la manière dont on peut être en échec total concernant un certain nombre d'individus qui se trouvent comme... Une fois, un djihadiste avait... quelqu'un de... J'ai plus son nom, mais chargé du recrutement, disait, avec nous, vous allez devenir quelqu'un. On va vous donner un projet. Vous allez avoir une finalité, un horizon. Il va bien falloir, à un moment donné, gagner la bataille idéologique, la bataille d'imaginaire face à ces puissances de mort. Et là, vous avez raison, c'est tout l'échec en fait, du projet républicain. C'est que la République s'est affaissée, la République a renoncé finalement à vous parlez d'imaginaire, mais c'est exactement ça, finalement à fédérer un certain nombre de Français et principalement, j'ose le dire, les Français issus de l'immigration, puisque la racine, c'est quand même le communautarisme. Dans l'écrasante majorité d'entre eux condamnent ces... Mais évidemment, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais la racine du terrorisme, le terreau, c'est le communautarisme. Le communautarisme, en fait, qui arrache un certain nombre d'individus à la République, à la France. Et finalement, qui les retourne même contre la République et contre la France. Donc, lutter contre le communautarisme, c'est évidemment lutter et empêcher un certain nombre de passages à l'acte, de départ en Syrie, en Irak. Sur les suites judiciaires, donc évidemment que les peines doivent être exemplaires. Évidemment que les sorties avec bracelet électronique sont totalement, je dirais, malvenues dans ce genre de cas, puisque nous avons affaire, et puisque les études le prouvent, à des individus qui continuent leur djihad et qui n'ont pas renoncé à leur idéologie. D'ailleurs, il faut quand même rappeler que le barbare qui a égorgé le père Hamel en 2016 dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray avait un bracelet électronique. Donc quand on voit que le terroriste de Strasbourg, c'était il y a moins de 3 ans, voilà, sort avec un bracelet, va sortir avec un bracelet électronique, c'est assez inquiétant. C'est assez inquiétant parce qu'évidemment, quand on a affaire à ce qu'il faut appeler quand même des bêtes sauvages, faut à un moment donné, ce ne sont pas des délinquants, vous l'avez dit, ce n'est pas quelqu'un qui a volé une baguette ou un bonbon, ce sont des gens qui ont un projet de mort, un projet mortifère et surtout qui veulent tuer du français, qui en veulent à notre République et qui continuent donc de faire prospérer cette idéologie. La République doit reconquérir ses enfants. Bien sûr, on a le département des Yvelines, par exemple, qui par ailleurs plutôt une réputation d'un département nature bourgeoise. C'est le département dans lequel, en France, il y a le plus de départs pour le djihad. Il y a le plus de départs en Syrie, il y a le plus de radicalisation. C'est quand même relativement surprenant. La difficulté, et moi je vous rejoins tout à fait, c'est qu'effectivement la prévention est importante, mais la prévention, elle fera ses effets à long terme. Or là, on a besoin d'une réponse immédiate, puisque le nombre de terroristes sortant dans l'année à venir, et je ne l'ai plus en tête, mais vous l'avez certainement évoqué. 164 dans les 3 ans. Bon, je suis arrivée en retard, donc voilà. Vous êtes excusée. Donc c'est vraiment aujourd'hui la réponse qu'il faut apporter de manière immédiate. Et effectivement, quand vous voyez que l'opinion publique, et je le rappelle, comme les parlementaires sont assez
unanime sur le traitement de cette question, c'est parce qu'on entend trop souvent que les auteurs d'actes terroristes ou avec un caractère terroriste sont des gens qui étaient déjà suivis pour radicalisation, sont déjà des gens qui sont sous surveillance policière. Donc on s'interroge sur... on ne peut pas tout laisser un moment reposer sur les associations qui, dans des quartiers compliqués, font un travail énorme mais qui n'est pas suffisant. La politique de la ville a montré aussi dans ces endroits compliqués et connus pour cette densité de radicalisation, a montré ses limites. Donc il faut également sur la prévention passer à un niveau supérieur, mais cette prévention n'apportera pas de réponse aux enjeux de l'année à venir. Alors Éric Ciotti va même plus loin, puisqu'il reproche au Conseil constitutionnel de considérer les libertés individuelles des terroristes islamistes comme supérieures à la sécurité collective, et il propose, vous voyez, de modifier la Constitution. Bon, Éric Ciotti ferait bien de se taire. Voilà, quand on a soutenu un gouvernement, donc celui de Nicolas Sarkozy, qui n'a rien fait concrètement pour combattre le terrorisme islamiste et justement qui a participé à engendrer des foyers, notamment en Libye, avec une intervention désastreuse, qui n'a rien fait pour lutter contre le communautarisme, il ferait mieux de se taire. C'est vrai que les leçons... En l'occurrence, modifier la Constitution permettrait peut-être, selon lui, d'aller justement plus loin dans un renforcement des peines que vous évoquiez tout à l'heure. Pourquoi ils ne l'ont pas fait avant? Enfin, maintenant, c'est très facile. Enfin bon, les Républicains, excusez-moi, mais c'est pas... C'est M. Ciotti qui a toujours de bonnes leçons à donner a posteriori. Très sincèrement, ils auraient dû le faire avant. Voilà. Heureusement, il y a un petit peu de diversité de position et on n'est pas tous sur la même ligne. Et chez les Républicains, vous entendrez aussi beaucoup l'adage qui nous dit qu'il faut toujours... faut pas en appeler systématiquement à modifier la Constitution. Gérard Larcher le dit, on doit toucher à la Constitution avec une main tremblante. Je pense qu'à chaque fois qu'on a un problème, quel qu'il soit, aujourd'hui, on en appelle à modifier la Constitution. Parce qu'on sait qu'on ne le fera pas? Ça fait peur de modifier la Constitution? C'est compliqué et je ne pense pas qu'on soit dans un contexte politique où le président de la République puisse se dire sereinement je vais modifier la Constitution parce que les deux moyens qui permettent de le faire ne sont pas aujourd'hui, à mon avis, envisageables. Puis ça dénature la Constitution du général de Gaulle de 58. Il y a eu des dizaines de modifications, ce qui a perdu le sens originel du pouvoir qu'avait imaginé le général de Gaulle en 58. Non, pour vaincre le terrorisme islamique, il faut une réponse qui est globale. La première réponse, c'est la question de notre politique étrangère. On ne peut pas intervenir dans un pays de tension, par exemple, je citais exprès le Liban, et faire lever la pétaudière pour que tout pète, et ensuite, après, on arrive à une zone d'instabilité, comme ce qui s'est passé en Syrie et en Libye. Ensuite, la deuxième question, c'est qu'il faut renforcer nos moyens de renseignement, aussi bien extérieurs qu'intérieurs. En gros, pourquoi est-ce que la France n'a pas, vu sa politique étrangère et vu son rayonnement, une CIA à la française, ce qui nous permettrait de faire des assassinats dans les pays étrangers où il y a des terroristes islamiques, notamment français. On pourrait le faire, c'est ce que fait les États-Unis, et c'est ce qu'a fait François Hollande sous le précédent quinquennat, donc globalement, aussi bien à gauche à droite que ça fonctionne. Ensuite, le troisième point, c'est créer un parquet européen pour lever ces questions. Parce que ce qui s'est passé en Europe, c'est qu'il y a des Belges et des populations européennes qui sont venues en France commettre des attentats. On a l'impression que tout le monde a toujours beaucoup d'idées, mais finalement qu'elle n'avance jamais très loin. C'est des choses qu'on entend depuis plusieurs quinquennats. Au-dessus de nos têtes, il y a aussi quand même l'état du monde. C'est-à-dire, il y a aussi des conflits qui ont fait grandir la bête immonde, le djihadisme, qui est né de décisions politiques, d'interventions. Vous semblez dire qu'on est spectateur et qu'on ne peut pas intervenir. Non, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le monde n'est plus un monde où il y a le multipolaire, où il y a des discussions sur des grandes conférences de paix, de résolution politique des grands conflits, où c'est maintenant des blocs qui s'affrontent avec des logiques de domination, et on sera confronté au problème du terrorisme tant que, j'ai envie de dire, le monde n'est pas réparé dans une culture de paix, de coopération, d'écoute. Voilà. Il y a aussi, à l'origine de ça, il y a aussi l'état du monde. Est-ce qu'on crée des processus de guerre sans que des solutions politiques n'aient été gagnées? On récolte ça aussi. Vous parliez de solutions qui sont avancées. Nous, au Rassemblement national, on les demande ardemment depuis des années et elles ne sont jamais appliquées, malheureusement. Et c'est des solutions de bon sens. Il y a 152 casernes salafistes dans notre pays. 152 lieux d'endoctrinement où, on le sait, des gens sont pervertis et peuvent ensuite avoir la tentation de partir en Irak ou en Syrie. Pourquoi on ne les ferme pas immédiatement? Il y a des imams radicaux étrangers. Pourquoi on ne les expulse pas tous immédiatement? Il y a près de 4000 personnes qui sont inscrites au FSPRT, c'est-à-dire au fichier pour le signalement de la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Ils sont étrangers.
pourquoi on ne les expulse pas et donc on limiterait le risque terroriste dans notre pays et donc aussi le risque de diffusion de cette idéologie. Il y a des mesures, encore une fois, de bon sens qui ne nécessitent pas la modification de la Constitution, qui juste nécessitent du courage politique, du courage, de la volonté. Mais malheureusement, ce gouvernement, comme les prédécesseurs, finalement, en manque terriblement. Et c'est la sécurité des Français qui, aujourd'hui, est menacée. Est-ce qu'il y aurait d'autres mesures de sûreté qu'on pourrait mettre en avant pour mieux encadrer, comme Éric Dupond-Moretti le dit en réaction à ces décisions ? On l'évoquait il y a quelques semaines avec un rapport également du Conseil d'État, me semble-t-il. On l'évoquait déjà il y a quelques semaines. Il y a une difficulté également sur les non-dits. On a énormément de non-dits. On avait ces fameux fichiers en France. Le fichier est un mot qu'on bannit du vocabulaire. On avait le fichier sur les fameuses personnes emprisonnées. Alors, en France, on n'a pas le droit de les typer en fonction de leur religion, en fonction de leurs origines. Ce sont des choses qu'on s'interdit de dire. Pour autant, elles existent. Mais on s'interdit de les voir. En ne les disant pas, on s'interdit de les voir. Vous seriez pour leur utilisation ? Je serais au moins pour leur recensement. Après, quelle utilisation on en fait ? Je pense que nous avons des gens suffisamment pleins de tact qui pourraient en faire une utilisation qui ne soit pas forcément dévoyée. Mais on s'interdit ce discours-là. Et je pense qu'à partir du moment où on s'interdit de voir certaines vérités, où on se masque certaines vérités, que malgré tout on connaît tous, finalement elles deviennent dangereuses. Elles ne sont pas dites, donc elles deviennent dangereuses. Je pense qu'à un moment, il faut aussi avoir le courage de mettre les mots sur les dangers qui existent. À mon avis, l'État français s'interdit un certain nombre de choses, peut-être au titre de la bien-pensance sur lequel il conviendrait aujourd'hui de mettre le doigt. Très bien, on entend ces idées. On va faire une courte pause pour évoquer la République en danger en France avec des agressions contre les élus et leurs adjoints qui se multiplient. Le temps de vous donner cette toute dernière info, on a appris que le Premier ministre libanais avait annoncé la démission de son gouvernement. Voilà pour le point sur l'info, on se retrouve dans quelques minutes. De retour dans Punchline été pour la deuxième heure en ce lundi 10 août. Nous évoquons cette question, la République est-elle en danger ? Les maires et leurs adjoints sont de plus en plus souvent la cible d'agressions. D'après les chiffres du ministère de l'Intérieur, ils sont 233 à avoir été violentés depuis le début de l'année, contre 198 l'année dernière à la même période. Et ces violences étaient déjà en augmentation en comparaison de 2018. On fait d'abord un point sur ces chiffres avant d'en parler en plateau. Ce mardi, dans une commune de Gironde, le maire Philippe Béchaud intervient pour des nuisances sonores en milieu de soirée. Après avoir demandé au groupe de baisser le volume de la musique, il est frappé à même le sol. J'ai fait en sorte de partir. C'était un peu compliqué, mais j'ai réussi à partir. Je suis tombé et c'est là où, en tombant, ils m'ont, un des jeunes, parce qu'il y en a un seul qui m'a agressé, m'a roué de coups au sol. Résultat, 5 jours d'interruption temporaire de travail pour l'élu de 58 ans. Vendredi, une nouvelle agression a lieu, cette fois dans le Pas-de-Calais à Croisilles, contre le maire Gérard Duet, alors qu'il était dépêché dans une résidence pour du tapage nocturne. Donc j'y suis allé, et donc j'ai rentré dans les gendarmes, bien sûr. Puis quand je suis arrivé, moi, je suis tombé sur une voiture qui était là, qui n'avait rien à faire là d'ailleurs. Je lui ai dit, donne-moi les clés, tu n'as pas le droit de conduire, tu n'as pas de permis, il n'y a pas d'assurance. Donc ça, il n'y a pas plus, il est sorti immédiatement de la voiture et il m'a projeté par terre, 3 mètres en arrière. Le poignet luxé, un coup de douloureux et mal au dos, il obtiendra 4 jours d'interruption de travail. Dans la Manche, Francis Dulst a porté plainte après avoir été brutalisé sur un camping sauvage. Un rappel à la loi, mais pas de poursuite pour son agresseur. Le maire dénonce l'inaction de la justice. Ça commence à bien faire, voilà, c'est ça. Ce qui m'a le plus blessé, ça n'est pas les coups que j'ai reçus. J'ai un petit peu mal derrière la tête et dans le dos, mais ça c'est rien du tout par rapport aux coups que nous avons reçus de la part du parquet. Depuis janvier, 233 maires ou adjoints ont subi une agression, soit 14% de plus que l'année dernière à la même période. Alors, nous avons une maire sur ce plateau et un conseiller municipal. Évidemment, tout le monde est autorisé à commenter. 2 conseillers municipaux, je suis conseiller municipal. Deux conseillers municipaux. Bien sûr, vous êtes aussi autorisé à commenter cette actualité. Alors, ces agressions c'est vrai qu'on en parle un peu chaque jour, au moins chaque semaine. On ne veut pas généraliser, mais on entend les maires qui se plaignaient déjà avant les élections municipales, qui pour certains, étaient découragés face à ces violences, d'abandonner leur mandat. La situation ne semble pas stabiliser.
Non, effectivement, il y a un an, on pleurait la disparition du maire de Signes, hein, pratiquement jour pour jour, dans l'exercice très classique de ces missions, puisque les maires sont officiers de police judiciaire sur leur commune et ont un certain nombre de prérogatives, dont celle de veiller à la tranquillité publique. Or, toutes les interventions qui viennent d'être rappelées ici entrent tout à fait dans ce cadre-là, que ce soit essentiellement du tapage ou du camping. Vraiment, on est sur des petits délits, mais le fait de décliner son identité et de se porter au contact de ce genre de personnes est devenu inquiétant. Et quand on peut éviter ces situations, on les évite. Alors dans les communes de taille moyenne ou plus grosse, on a souvent des forces de sécurité disponibles, les polices municipales, et puis après les gendarmeries ou police nationale qui peuvent intervenir. Mais dans les petites communes, essentiellement en province, c'est le maire, ce sont ses adjoints qui sont aussi officiers de police judiciaire qui se retrouvent en première ligne dans des situations vers lesquelles on ne va pas. Moi, il m'est arrivé de faire demi-tour en voyant, de relever un numéro d'immatriculation de loin, voir un dépôt sauvage et je n'y suis pas allée parce que j'étais toute seule et puis pas confiance et puis le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et ça, c'est nouveau, c'est quelque chose qu'on ne ressentait pas il y a quelques années. Je pense qu'il y avait peut-être une autre image de l'élu qui provoquait un petit peu de... j'ai pas de mot meilleur que déférence, mais qui n'est pas forcément le mot qui convient. Mais voilà, l'élu représentait une forme d'autorité, mais de la même manière, on voit des agressions de pompiers qui sont en très forte augmentation. Ça rentre exactement dans le même cadre. À partir du moment où il y a un uniforme, une forme d'autorité, même si elle est minime, les enseignants, de la même manière, les médecins dans les hôpitaux, dès qu'il y a une espèce de supériorité qui s'installe, on se met en situation de vulnérabilité et ce n'est pas acceptable. Et c'est d'autant plus révoltant que les maires qui agissent en justice face à ce genre de situation sont très rarement suivis par la justice. Les forces de l'ordre font leur travail et puis derrière, il se passe généralement rien et donc ce système se nourrit lui-même. Vous parliez de Jean-Mathieu Michel, maire de Signes dans le Var. Tout effectivement, on peut dire que le procès n'a toujours pas eu lieu. Tout à fait. Oui, c'est un vrai sujet. Depuis 2 renouvellements municipaux, on voit apparaître dans certains territoires des crises de vocation. On ne trouve pas, quand un maire veut passer la main, on ne trouve parfois pas de personnes voulant relever le défi, parce que ça devient assez compliqué. Les tâches administratives, les normes, le fait de gérer beaucoup de complexité, mairie, agglo, communauté de communes. Et avec, j'ai envie de dire, un problème en effet sur... je ne vais pas faire preuve de nostalgie, mais je vais faire plaisir à certains autour du plateau. Il pouvait y avoir avant un peu une trilogie, le maire, l'instituteur et le curé, il y a quelques années, où il y avait, ma foi, que l'on soit du sabre ou du goupillon, mais enfin, tout le monde pouvait quand même saluer au passage, ce qu'il faut continuer à faire. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de violence dans la société elle-même. Et le maire est très souvent en premier rideau sur des choses où il y a de la tension dans les territoires, mais pas uniquement urbains, ruraux y compris, entre des conflits de voisinage, des tensions, parce que cette tension est dans la société. Et donc, le plus souvent, heureusement, les maires et les équipes municipales arrivent à faire redescendre la température et à trouver de la médiation, de la conciliation. Ils le font beaucoup. Il y a parfois aussi une disparition des services publics, d'intervention, de présence humaine. Moi, je pense qu'il vaut mieux dans des immeubles avoir un concierge qu'un digicode. C'est beaucoup plus important d'avoir de la présence humaine, pour qu'il y ait de l'autorégulation sociale, j'ai envie de dire. Voilà. Et le maire, étant donné que les choses ne sont pas prises cette direction-là, est souvent confronté en premier rideau à des situations très conflictuelles. Un mot de chacun d'entre vous avant qu'on prenne un maire justement au téléphone, donc en FaceTime. Oui, il ne faut pas évidemment déconnecter les agressions des maires et des élus en général du climat d'ensauvagement de notre société, qui concerne tous les Français. Mais il est vrai que dans ce contexte-là où l'autorité de l'État est bafouée quotidiennement, et même, il y a une course à l'échalote à finalement s'attaquer aux représentants de la République, quels qu'ils soient.
les porteurs d'uniformes, vous en avez parlé, les policiers, les gendarmes, les pompiers et donc les maires, puisque les maires donc, sont les représentants de la République et sont, je dirais, les premiers élus les plus accessibles en plus. Voilà, on connaît son maire, on le croise régulièrement, c'est celui qui est le premier sur les lieux quand il se passe un drame, une catastrophe au niveau de sa municipalité. Donc évidemment, c'est le premier contre lequel on peut se tourner et que certains individus finalement en profitent pour décharger une violence qui est totalement inacceptable. Mais quand on a des signaux extrêmement négatifs qui sont envoyés par le gouvernement, des signaux d'impunité, des signaux de laxisme, des signaux où finalement il n'y a pas de sanctions, puisque le triptyque de ce gouvernement, c'est ne pas intervenir, ne pas sanctionner et surtout ne pas faire de vagues. Quand vous avez Éric Dupond-Moretti, encore lui, désolé, mais qui est quand même le symbole du laxisme aujourd'hui de ce gouvernement, qui nous dit que la place des délinquants n'est pas en prison. Évidemment que ça incite certains, peut-être, à tabasser des maires, des élus, puisqu'ils savent qu'ils ne feront aucune peine, qu'ils ne paieront aucune amende. Je prends mon exemple, je n'ai pas envie de faire pleurer dans les chaumières, puisque je n'ai pas, heureusement, subi d'agression physique, mais depuis que je suis élu, donc je suis élu conseiller municipal depuis juin dernier, conseiller régional depuis 5 ans. Depuis 5 ans, j'ai dû porter une quinzaine de plaintes au commissariat. Pour des agressions verbales, pour des menaces de mort, pour des intimidations. À aucun moment, il y a eu des suites. Alors, il y a eu des suites. Il y a eu un individu qui a été condamné en mars dernier à 1 an de prison avec sursis. Cette personne a récidivé donc, il y a quelques semaines, donc, en faisant une vidéo de moi, en m'insultant. Voilà. Pour preuve, en fait, que ce climat d'impunité favorise la récidive et favorise les attaques contre les élus qui sont aujourd'hui en première ligne et qui représentent à la fois l'État, la République et l'autorité. Ce qui arrive aux maires, c'est ce qu'on voit vers les policiers, les pompiers ou tous les représentants de l'État, en fait. Et aujourd'hui, vous l'avez un peu décrit dans votre quotidien, c'est que la peur a changé de camp. C'est plus les voyous et les racailles qui ont peur des policiers et des forces des représentants de l'État, c'est l'inverse. C'est les représentants de l'État qui ont peur des voyous et des racailles. De toute façon, c'est explicable de manière très simple. Si quelqu'un, un représentant de l'État, va prendre un risque et va se retrouver en confrontation contre une de ces personnes-là, globalement, c'est qui va porter, qui va aller en prison, qui va perdre son travail ou qui va perdre quelque chose? C'est le représentant de l'État, c'est pas le voyou. Le voyou, de toute façon, n'a rien à perdre. Et globalement, vous avez parlé des peines de condamnation. Globalement, ils vont se prendre moins de 2 ans. Et puis ensuite, ils ne feront même pas de peine de prison. Ils feront même pas de peine de prison. Le délit d'outrage, tout simplement. Le délit, c'est ce que je décrivais à l'instant, n'existe plus. Jamais. Alors que c'est le point de départ. C'est le début. Déjà, la violence verbale. Alors, je ne parle même pas des réseaux sociaux. Hein, là, c'est vraiment quelque chose de complètement à part. Mais l'agression verbale. Aujourd'hui, il ne se passe rien. Enfin, et je ne connais pas un élu qui prendrait la peine d'aller, parce qu'il s'est fait insulter, pour déposer plainte, parce qu'on sait que derrière, il ne se passera rien. Donc déjà, le délit d'outrage a disparu. Mais pareil pour les forces de l'ordre, pareil pour les pompiers qui sont insultés dans leur quotidien, ça a disparu. Donc on est passé à l'étape au-dessus. Comme on sait que sur se faire bousculer, il ne va pas se passer grand-chose non plus, petit à petit, insidieusement, hein, les choses avancent un peu comme si on s'habituait au poison. Vous savez, Mithridate, hein, c'était déjà ça à l'époque. On s'habitue à ce poison-là qui rentre et qui va gangréner petit à petit notre quotidien. Rien n'est grave, mais tout est inquiétant, à mon sens. Je pense que justement que tout est grave, parce que ce qui compte, c'est la question de l'impuissance de l'État. On voit que l'impuissance de l'État est liée au niveau économique. On se rappelle de la phrase de Lionel Jospin sur le chômage, l'État a tout tenté. Donc déjà, on sait que globalement, l'État a très peu de capacité sur les questions de chômage. Ensuite, après, sur les questions régaliennes, l'État a soit pas les moyens, soit pas de volonté politique. À la fin, il faudrait quand même se poser des questions. Et puis, on arrive à ce genre de situation où des gens se croient tout permis. Il y a des formes de république bananière qui se créent sur l'ensemble du territoire et puis qui vont attaquer et continuer. Petit à petit, on peut se poser la question. Ils vont dire éventuellement, oui, mais les policiers, éventuellement, ils font des agressions verbales ou ils nous menacent sur notre zone. Mais est-ce qu'ils peuvent dire la même chose sur les pompiers? Est-ce que les pompiers empiètent leur zone? Est-ce que les maires empiètent leur zone? Donc on peut se poser de véritables questions. Je pense qu'il y a une question de guerre, de contrôle de territoire dans certaines zones de la République entre l'État français et la République française. Olivier d'Artigol, et on prendra Carl Olive. Je suis assez favorable sur l'ensemble des sujets de ne pas totalement désespérer de tout et se dire que c'est foutu, que c'est cramé. Je ne dis pas que c'est foutu. Non, mais c'est ce qu'on essaie d'évoquer ensemble aussi, comment sortir de cette situation. Il y a aussi, oui, mais on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure. Bon, il y a aussi un très grand nombre de territoires où il peut se passer des choses positives, où on peut obtenir des résultats, où les missions locales, les associations, les équipes municipales peuvent mettre en commun des moyens
moyens, des projets de territoire et où on obtient des résultats et où les valeurs républicaines peuvent... voilà, j'ai souvenir de l'installation d'un conseil local des jeunes. Je peux vous dire, au tout début, c'est un peu compliqué de montrer comment ça peut, mais il y a des choses très positives qui se passent. Et des jeunes peuvent faire l'expérience d'une réussite et d'une adhésion à des grands principes pour fédérer, pour voir l'avenir un peu autrement. Parce que sinon, c'est difficile. Mais tout ce qui ne va si pas... je prends l'ensemble des thèmes là depuis... Non mais attendez, tout ce qui ne va pas... depuis au lit, hein. Tout ce qui ne va pas ne doit pas occulter bien sûr ce qui va bien, mais l'inverse est vrai aussi. Oui, tout ce qui ne va bien ne doit pas occulter ce qui ne va pas. Or, ce sont des points qui, petit à petit, prennent de l'importance dans le quotidien. Et pas uniquement, il ne faut pas pleurer uniquement sur le sort des maires. Je pense que... Non, bien sûr, moi, mais je rapproche vraiment ça, je vous dis, des pompiers. Hein. On est aussi un peu les pompiers du quotidien souvent. Et voilà. Alors que la gendarmerie nationale fait part de 5 mineurs identifiés et interpellés suite à l'agression du maire et de 2 élus du Miribel-les-Échelles. L'un des auteurs a été incarcéré et la gendarmerie justement se féliciter ses équipes pour donner des suites à ces agressions. On est en direct avec Carl Olive. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Vous êtes maire d'Hiver Droite de Poissy et président de Génération Terrain qui regroupe 200 maires. Il paraît que vous avez vous-même reçu des menaces de mort pas plus tard que la semaine dernière. Oui, enfin, au-delà de ça, et moi je salue le travail qui a été fait avec la préfecture, avec le directeur de la départementale de la sécurité publique, parce que pour le coup, l'auteur de ces menaces exprimées et assumées, je dirais, a été interpellé le lendemain en Seine-Saint-Denis et je pense que c'est un message important qui est envoyé. J'entends depuis quelques 10 minutes maintenant ce qui se dit autour de la table et je salue les collègues qui sont autour de la table et Anne des élus notamment. Je rejoins ce que disait Olivier Lartigol, c'est que je crois qu'aujourd'hui, comment on peut respecter un élu alors que finalement, on l'a vu encore récemment, dans les classes, certains se permettent de gifler les professeurs et il ne se passe rien. Le collègue de Port-Bail qui a été agressé et puis s'est classé sans suite. Alors moi j'en veux pas évidemment au procureur de la République qui a agi comme cela, mais il faut bien prendre conscience que lorsqu'on banalise la violence, on fragilise les maires, CQFD, mais on fragilise la République et donc on fragilise la France. Comment voulez-vous ensuite que nous soyons respectés? Ce n'est pas possible. Depuis un an, Anne-Héry le rappelait, on a perdu un collègue de Signes. Que s'est-il passé? Finalement, pas grand-chose. On réclame un statut de l'élu, on réclame des protections fonctionnelles pour les élus et on réclame surtout une réciprocité entre les droits et les devoirs et que les sanctions soient plus rapides et efficaces. Mais pour cela, il faut qu'on ait une justice qui ait les moyens, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et j'entends bien que notre pays puisse jeter son dévolu sur des moyens financiers supplémentaires pour la justice. Sinon, on ne s'en sortira pas. En décembre, vous parlez de mesures qui ont été prises en décembre dans le cadre de la loi Engagement et Proximité, renforcement de la protection juridique des élus. Et Nicole Belloubet avait aussi demandé une politique pénale plus ferme en cas d'agression des maires. Ça veut dire qu'en quelques mois, il ne s'est rien passé qui va dans ce sens, selon vous ? Écoutez, moi, je prends le dernier exemple que vous venez de citer sur le collègue de Port-Bail. C'est ça le renforcement des moyens pour les élus? Envoyer un message de la sorte, mais c'est envoyer un très joli message pour celles et ceux qui veulent déstabiliser cette République. C'est pas ça que nous demandons. Ce que nous demandons, c'est de la réactivité et de l'efficacité. Il y a 10 jours, alors moi il se trouve qu'à Poissy, on a réussi à faire baisser la délinquance de entre 20 et 30% en 4 ans, grâce à un travail exceptionnel de la police municipale, de la police nationale et des caméras de vidéoprotection. On a justement interpellé quelqu'un qui s'amusait à faire des graffitis partout sur la place de la République sous un manège. Elle a été interpellée, la personne. Que s'est-il passé ensuite? Elle a fait un petit aller-retour au commissariat, elle a été convoquée ensuite par la justice, elle ne s'est pas déplacée. Et puis aujourd'hui, on n'a pas de nouvelles. Et malheureusement, ça c'est un petit exemple qui est symbolique, mais je crois significatif de l'état d'esprit ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est grave. Je trouve que c'est grave parce qu'encore une fois, lorsqu'on banalise de tels actes, alors on fragilise encore une fois la République. Et Anne le disait tout à l'heure, on est des pompiers de la République, on est des serviteurs de l'État, on est des fantassins de la République. Retirer les maires, il n'y a plus de curé, il n'y a plus d'instit, il n'y a plus de maire, il n'y a plus de médecins, mais tout fout le camp. Et ça, je pense qu'il faut qu'on s'en rende compte très rapidement.
Il y a effectivement de l'avancement avec le statut de l'engagement et proximité porté par l'ancien ministre, le ministre Lecornu, mais dans une ancienne fonction de sa part. Mais il faut vraiment qu'on ait des résultats tangibles. Sinon, il se passe ce qu'on vient de vivre depuis quelques heures. Et ça, c'est dramatique pour notre pays. Alors, 2 choses très rapides. Carl Olive a parfaitement raison sur le statut de l'élu. C'est un serpent de mer depuis des années. Il faudrait véritablement, sur ce terrain-là, légiférer et vraiment construire ce statut de l'élu. Et puis, bien évidemment, après une incivilité identifiée, repérée, caractérisée, ou plus, la réponse judiciaire est si tardive, si lointaine, que bien évidemment, cela ne peut pas fonctionner, ne peut pas marcher. Elle manque de personnel pour pouvoir appliquer cette fermeté. C'est identifié depuis des années. Nous sommes dans un état de sous-investissement concernant le budget de la justice dans notre pays. Je termine là-dessus, puisque ceux qui connaissent bien ces réalités-là nous disent que nous manquons de tout. Et donc déjà, réglons sur les greffiers, sur les moyens humains, voilà. Et comme ça, la réponse sera plus rapide. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème de. J'ai envie de dire, nous avons les lois aujourd'hui pour sanctionner. Mais la réponse judiciaire est trop tardive. Voilà. C'est véritablement la fermeté qui manque. Je veux bien qu'on discute des budgets. Évidemment qu'il y a un problème de budget. Il y en a partout. Il y en a dans l'éducation, il y en a dans la police, il y en a dans la justice. Mais le problème de fond, c'est la philosophie, c'est la volonté politique. C'est les signaux qui sont envoyés. Quand le président de la République n'ose pas qualifier véritablement les crimes, n'ose pas qualifier l'ensauvagement aujourd'hui qui gangrène le quotidien des Français. Quand il parle d'incivilité, là, quand on tabasse un maire, c'est pas une incivilité. Quand on traîne Axel à Lyon sur 800 mètres et qu'on la démembre avec son véhicule, mais c'est pas une incivilité. C'est des crimes odieux, c'est de la barbarie. À un moment donné, il va falloir que les pouvoirs publics, que le gouvernement, que le chef de l'État prennent conscience de ça et apportent une réponse adaptée. Et la réponse adaptée, c'est quoi? C'est pas des messages judiciaires, c'est pas des petits SMS qu'on va envoyer aux délinquants criminels en disant surtout c'est pas bien, ne recommencez pas. C'est la menace de la prison. Parce que tant qu'il n'y aura pas la peur de la prison, il n'y aura pas de dissuasion. Et la meilleure prévention, c'est la dissuasion, c'est de faire en sorte que les délinquants, les criminels, avant de passer à l'acte, ils aient peur de la justice française. Et aujourd'hui, ce qu'ils ont, c'est qu'ils rigolent en se disant, de toute façon, on ne fera jamais un jour de prison, on ne paiera jamais un centime d'amende, et de toute façon, on pourra recommencer. Voilà. Carl Olive parlait à l'instant du maire de Port-Bail qui a été malmené il y a quelques jours et pour lequel dans Cotentin, il intervenait pour un tapage nocturne. Tout à fait. Et les contrevenants ont écopé d'un rappel à la loi. Même pas une contravention. Enfin, je veux dire, c'est pas uniquement une question de budget, puisque c'est pas plus long et c'est pas plus chronophage et c'est pas plus cher d'être au moins au niveau de la contravention que du rappel à la loi. La deuxième chose, c'est la loi, Carl le rappelait tout à l'heure, la loi engagement et proximité. Effectivement, ça a été une première étape. On a renforcé les pouvoirs de police du maire, mais on est ravis, sauf qu'on n'est pas en moyen de les appliquer. Quand on vous explique qu'on ne va pas aller nécessairement s'interposer sur un dépôt un dépôt sauvage parce que ça fait un petit peu peur, on ne va pas aller chercher encore plus de raisons d'intervenir. Le changement qu'on a pu voir aujourd'hui sur cette loi engagement et proximité, il est très simple. Autrefois, moi je cotisais à titre personnel à une assurance. Aujourd'hui, elle est prise en charge par la commune. Je devais cotiser aux alentours de 18 € par mois, quelque chose comme ça, une assurance dans mes fonctions d'élu. Aujourd'hui, depuis la loi engagement et proximité, elle est prise en charge. Voilà le changement qu'on a pu voir dans notre quotidien. Et puis, la dernière chose, c'est que le statut de l'élu, bien évidemment, c'est indispensable aujourd'hui de pouvoir se dire que sans aller jusqu'à Jean-Mathieu Michel, le maire de Saint-Signé, des horreurs comme il y a pu avoir comme ça, mais c'est que les incivilités du quotidien en direction des élus qui sont dans leur fonction des représentants de l'État, même si on a le costume de monsieur et madame tout le monde et je fais partie avec Carl de l'association Génération Terrain, donc on est vraiment au plus proche de nos habitants. En tout cas, c'est le cœur de notre mandat, le cœur de notre mission. Donc on est monsieur et madame tout le monde, mais on est aussi représentant de l'État. Et ça, c'est quelque chose dans lequel on a
plus aujourd'hui de protection. Je reviens vers vous, Carl Olive. On parlait donc de ce maire de Port-Bail. Alors je me suis trompée, autant pour moi. Il était intervenu parce que des campeurs avaient planté leur tente dans un endroit interdit, qu'ils avaient allumé un feu près d'une pinède. Évidemment, il est intervenu. Il a été insulté et frappé. Ce maire dit qu'on est dans un monde qui marche sur la tête, justement, puisque l'agresseur a été a eu un rappel de la loi. Il faut punir tout de suite et ne pas attendre la prochaine fois. Et le résultat, ce maire de Port-Bail conseille à ses collègues désormais qui se trouveraient dans une même situation de ne pas intervenir, surtout de ne pas prendre de risques, puisque le parquet ne suit pas. Ça veut dire que certains vont abandonner leur mandat. Carl Olive, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait, vous, autour de vous, effectivement, faire abandonner certains de leur mission d'élu local ? Non, je pense qu'il ne faut pas qu'on généralise. Et moi, encore une fois, j'apporte le soutien aux collègues de Port-Bail. Moi, je vais vous dire, ce qu'il faut qu'on mette en place, c'est qu'on ait les moyens, effectivement, d'agir quand on met en place, justement, un plan de prévention des risques urbains comme à Poissy ou vraiment une tolérance zéro. Moi, ce que je souhaite, c'est que quand, typiquement, j'arrive à attraper un délinquant, que je puisse, moi, le verbaliser. Et puis, par exemple, autre exemple, on fait de la chasse aux poids lourds, comme pour les dépôts sauvages. Quand je verbalise un poids lourd qui n'a rien à faire à Poissy, c'est 35 € minoré à 22 €. Enfin, autant dire pissons dans un violon. Mettons les amendes à 200 €. Vous allez voir. Faisons payer sur le champ les délinquants. Vous allez voir. Prenons ces délinquants et quels que soient les délinquants, faisons faire des travaux d'intérêt généraux. Vous allez voir comment ça va changer. Seulement, effectivement, il y a des choses qui ne se greffent pas. Tant qu'on n'arrivera pas à mettre en face de nos actes et de nos mots quelque chose qui est cohérent, ça sera compliqué. Moi, je ne demande pas plus de pouvoir. Olivier d'Artigol a raison. Je ne demande pas plus de pouvoir. La loi, l'arsenal est là. Je demande simplement qu'on me fasse confiance. Et je peux vous dire que si on me fait confiance avec ma police municipale, on est capable, encore une fois, de baisser encore plus, s'il le fallait, la délinquance. Simplement, moi, je veux pouvoir, quand je prends quelqu'un sur le fait accompli, pouvoir le verbaliser et non pas à 22 €. Et si jamais il n'est pas solvable, parce que j'entendais ce qui se disait tout à l'heure, et s'il n'est pas solvable, qu'on puisse le prendre dès le lendemain, dès la semaine suivante, pour faire ramasser, réparer, apporter sa contribution à la faute qu'il a pu opérer. C'est ça que nous réclamons. Sans quoi, on envoie deux messages. Un message de laxisme auprès de notre population et d'impunité auprès des voyous. Mais ce que vous dites alors, c'est encore plus grave, qu'on me fasse confiance. C'est-à-dire qu'au-delà des moyens de l'arsenal judiciaire, vous ne vous sentez pas soutenu ? Non, c'est pas ça, Madame Klein. C'est qu'aujourd'hui, l'arsenal juridique, quand moi, typiquement, il y a eu une agression, il faut d'abord aller porter plainte. Et une fois qu'on a porté plainte, derrière, on voit typiquement un exemple pour faire une commission rogatoire pour extraire des images. L'exemple, c'est les dépôts sauvages. Je prends en flagrant délit quelqu'un avec des dépôts sauvages, je ramène les dépôts sauvages devant chez lui, la verbalisation que je peux en faire est plafonnée de l'ordre, allez, on va dire de 100 €. Mais excusez-moi, je suis un ancien chef d'entreprise, je mets dans le compte d'exploitation 100 €, c'est pareil, c'est pas dissuasif. Laissez-nous mettre 400 € en lien avec, on n'est pas des shérifs, en lien avec la préfecture des Yvelines, et ça va aller beaucoup plus vite. Mais quand je dis ça à l'administration, on me dit, oh là là, mais ça prend du temps, il faut faire évoluer les lois, il faut que ça passe au niveau de l'Assemblée nationale. Oui, pendant ce temps-là, on regarde sa montre et puis on peut tourner le flux dans le café, on ne le trouvera jamais. Donc ce qu'on réclame, encore une fois, c'est pas plus de moyens, c'est simplement qu'on nous fasse confiance et qu'on évolue. On évolue avec, je dirais, l'ère de la société. Il n'y a pas de respect aujourd'hui de l'autorité. Moi, je peux vous dire que quelqu'un qui injurie, si on avait la possibilité sur le champ de le verbaliser, il y aurait moins de conséquences. Quelqu'un qui vient gifler dans une classe, un professeur, si plutôt que de le voir arriver 10 jours après avec le V de la victoire, d'ailleurs comme quelqu'un qui va aller passer 6 mois en tôle, il revient, c'est le shérif du village. Ça ne suffit pas, ça. Ce qu'il faut, c'est absolument qu'il contribue à la faute qu'il a effectuée dans le tissu social et qu'il répare cette faute par rapport à cela. Sinon, encore une fois, si on n'a pas de fermeté sur le sujet, on ne s'en sortira pas. Et je ne dirais pas qu'il n'y aura pas de crise de vocation, c'est qu'à un moment donné, tout va foutre le camp et puis on ne respectera plus rien. Et je pense qu'au contraire, il faut qu'on se relève. Et si on veut que la France gagne, ce n'est pas les uns à côté des autres, ce n'est pas les uns contre les autres, c'est tous ensemble et sans exclusive. Et je pense aussi d'ailleurs aux permanences qui ont été délabrées, quels que soient les partis au cours des différentes campagnes électorales. C'est insupportable. Vous laissez passer ça, vous fragilisez la démocratie. Merci beaucoup, Carl Olive, d'avoir été en direct avec nous, maire de Poissy et président de Génération Terrain qui regroupe 200 maires. Plus de fermeté, plus de rapidité. On fait toujours les mêmes critiques face à notre système
judiciaire. Ceci dit, il ne faut pas lier ça à la crise des vocations. Parce que c'est une infime partie de notre mandat. Heureusement, on entendait des maires en parler déjà il y a un an. On imagine si le contexte s'aggrave, ça ne va pas aller dans le bon sens. Et je rappelle que dans de nombreuses communes de France, la taille médiane d'une commune française, c'est 400 habitants. C'est-à-dire qu'il y a autant de communes de moins de 400 habitants que de communes de plus de 400 habitants. Et dans une commune de moins de 400 habitants, il n'y a pas de police municipale. Et donc les officiers de police judiciaire, ce sont le maire et les adjoints. Et donc effectivement, ce sont eux qui se retrouvent en première ligne parce qu'on est souvent en province avec des moyens de sécurité qui sont plus dispersés, qui sont plus sollicités sur des moyens de gendarmerie la plupart du temps et qui sont sur des missions très diverses. Donc ce sont eux, la sécurité de première ligne. Donc moi j'ai vraiment une pensée aussi pour ces élus-là. Maintenant, heureusement, dans la vie d'un maire, cette partie répression, c'est une petite partie du quotidien. Et donc vraiment, voilà, c'est un mandat qui est magnifique et pour moi, c'est les seules responsabilités que j'ai exercées. Mais pour avoir entendu de nombreux parlementaires qui, à l'époque où on pouvait cumuler, l'ont répété, c'est le plus beau des mandats. Et puis, on va continuer la discussion. Tout petit complément sur ce qu'a dit Karl sur les dépôts sauvages. Moi, j'ai en tête le maire de Vélizy qui, il y a 1 an et demi, avait ramené à son propriétaire des dépôts sauvages qui avaient été faits sur la dalle du Louvois, Pascal Thévenot, donc le maire de Vélizy-Villacoublay. C'est lui qui a été inquiété par la justice. C'est le maire. C'est le maire. Voilà. Vous restez avec nous. Après une courte pause, on sera en direct avec 2 maires. Celui de Palavas-les-Flots, où on se rebelle contre les incivilités qui se propagent dans la ville. Et puis celui d'une commune de Lozère, où un terrain agricole a été investi par des jeunes qui y font une fête illégalement depuis ce week-end. À tout de suite. On en vient à cette manifestation qui s'est tenue à la veille du week-end à Palavas-les-Flots. Environ 400-500 habitants ont manifesté pour dénoncer les incivilités et l'insécurité croissante. Alors pour planter le décor, on rappelle Palavas-les-Flots, c'est une commune qui compte 6 000 habitants à l'année, d'ailleurs surnommée le village, mais jusqu'à 120 000 personnes lors des vacances d'été, évidemment. C'est bienvenu pour le tourisme, mais la ville n'est apparemment pas épargnée par l'explosion de la violence qui touche d'autres communes en France. Nous sommes en direct avec le maire, monsieur Jean-Jean, excusez-moi, j'ai perdu. Christian. Voilà, Christian Jean-Jean, maire de Palavas-les-Flots. Merci d'être en direct avec nous. Avec plaisir. On dit que la délinquance augmente, y compris à Palavas-les-Flots, cité balnéaire. De quelles incivilités parle-t-on, celles qui se seraient multipliées ces derniers temps au point de pousser des habitants à manifester devant le commissariat de police ? Moi, j'ai écouté mes collègues tout à l'heure et je partage leur point de vue. Il est bien évident qu'on doit tout cela aussi à la Covid-19 dont nous sommes sortis apparemment et qui cependant a entraîné de nombreuses conséquences et notamment par exemple la fermeture des boîtes de nuit, des discothèques et ainsi de suite. Et il y a une agressivité, disons, qui augmente non seulement vis-à-vis des maires ou de leurs adjoints ou conseillers municipaux, mais aussi dans toute la population. On sent cette agressivité, elle est présente, elle est notoire, et pour essayer de la limiter, il faut trouver des mesures, c'est ce que nous sommes en train de faire, mais c'est très très compliqué, et il est bien évident que toute cette population qui ne peut pas aller dans les boîtes de nuit, qui ne peut pas se défouler ailleurs, vient se défouler au bord de l'eau. Palavas-les-Flots, comme son nom l'indique, est au bord de la mer Méditerranée. Ils viennent se défouler au bord de l'eau et avec bien entendu des voitures, des klaxons, tout le jour comme la nuit. Et donc nous sommes obligés de réagir contre cette agressivité, cette volonté de se faire entendre, de faire parler d'eux, ce qui entraîne souvent évidemment des disputes, des bagarres et autres. Et donc par conséquent, je reconnais que nous sommes dans une grande difficulté, mais il faut aussi sanctionner, il faut à tout prix prendre des mesures, parce que quelles sont ces mesures que vous avez prises justement ? Comment ? Quelles sont ces mesures dont vous parlez ? Par exemple, nous venons de prendre la décision de fermer les plages de 23h à 6h du matin, parce que pendant toute la nuit, des jeunes et des moins jeunes viennent au bord de l'eau et puis écoutent de la musique, font des tas de rondes en voiture avec plus ou moins de bruit et ainsi de suite. Donc nous avons pris une décision ferme d'interdire l'accès aux plages de 23h à 6h du matin
comme ça, les riverains, il y a beaucoup de monde, les riverains pourront dormir et pourront se reposer et se réveiller le matin sans aucune difficulté. Ainsi que d'ailleurs, nous venons de prendre aussi une mesure qui est très très forte, puisque nous limitons à 30 km par heure en ville la circulation, et que grâce à cela, nous pensons qu'il y aura beaucoup moins d'agressivité, beaucoup moins de démonstration d'énervement, et ainsi de suite, parce que c'est vraiment très très compliqué, très difficile. Et nous qui avons Olivier d'Artigol sur ce plateau veut réagir. C'est vrai que si on parle d'un couvre-feu, là, une fermeture des plages, c'est assez attristant. C'est pas véritablement. C'est assez triste en plein été sur des communes qui accueillent savoir si c'est un processus ou si Monsieur le maire de Palavas voit la situation s'aggraver d'une saison à l'autre, ou si, comme il a indiqué, il y a un vrai sujet, il y a une situation un peu post-confinement, c'est-à-dire le retour à la vie, le fait comment notre société sort de cette expérience inédite, les boîtes de nuit qui sont fermées, donc peut-être qu'il y a là une situation inédite, et bien évidemment, ça met certains territoires, qui sont des territoires de rassemblement l'été, où c'est normalement le bonheur de vivre qui devrait s'imposer. Et si vraiment, bien sûr, pour ces populations-là, c'est bien sûr les maires sont confrontés à de nouvelles problématiques. Voilà. Monsieur le maire, depuis les mesures sont en place, elles sont destinées à durer le temps de l'été Elles sont destinées à aller jusqu'à la fin de la saison, effectivement. La fin de la saison. Date à laquelle on devrait reprendre le calme et la sérénité. Mais je dois dire une chose, c'est que nous sommes obligés de faire des efforts dans tous les secteurs, pour maintenir le calme, pour faire que nos touristes qui eux sont en famille et autres puissent passer de bonnes vacances. Et ça, actuellement, on le ressent très très fortement. Et je le répète, vous avez raison d'insister là-dessus, c'est la sortie de la Covid-19 nous a fait beaucoup de dégâts, notamment la fermeture des frontières, de certaines frontières et autres, a tout congestionné notre secteur et fait que presque toute la population, il y a 500 000 personnes autour de Palavas et Flot, une grosse partie de la population vient sur nos plages directement pour se détendre, alors avec de la musique, avec des trucs, et tout ça crée un climat insurrectionnel. Voilà. Il faut le savoir. Et la police, la gendarmerie, la police font le nécessaire, bien entendu. Moi, je demande à mes collègues de ne pas intervenir directement, c'est très très dangereux, ils ont raison de ne pas le faire. Ils ont raison, c'est très dangereux. Il faut réagir. Mais il ne faut pas être non plus vouloir... Merci beaucoup, monsieur le maire, pardonnez-nous, mais la ligne téléphonique est assez mauvaise. En tout cas, on vous a entendu nous décrire la situation à Palavas-les-Flots. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous. Vous n'étiez pas d'accord avec ces derniers propos de Christian Jean-Jean ? Non, Sur le contexte, on le rappelle, d'anxiété, du confinement et de la crise sanitaire. Je suis quelque peu effaré par l'aveuglement de ce maire. Très sincèrement... J'ai vu les manifestations à Palavas-les-Flots. Les habitants se sont rassemblés et se sont levés, non pas contre quelques jeunes qui ont mal vécu le confinement ou qui sont un petit peu excités parce que la boîte de nuit est fermée, mais des habitants qui se lèvent contre la racaille et qui en ont marre de voir leur quotidien gangréné, pourri par la racaille. Voilà. Je vois la banderole, c'est agression, rodéo, cambriolage, chicha, protoxyde d'azote, déchets, tapage. Voilà. Donc ça... Le maire évoquait aussi de la musique sur les plages, non mais d'accord, mais je veux dire, là, encore une fois, ça n'a rien à voir avec le confinement, ça n'a rien à voir avec des boîtes de nuit fermées, ça a à voir avec le climat que nous connaissons, c'est-à-dire le règne de la racaille. Aujourd'hui, les violences se multiplient partout en France parce qu'il y a une impunité, parce qu'il n'y a pas de réponse de l'État, parce que les autorités sont totalement absentes. Et je salue les habitants de Palavas-les-Flots qui, dans un sursaut républicain, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, il y a une sorte d'accoutumance
Voilà. Accoutumance aux violences, aux incivilités, au tapage. On se dit surtout, il ne faut pas intervenir parce que ça va engendrer d'autres complications et puis après d'autres violences, des représailles, etc. Donc moi, je salue leur sursaut parce que face au monopole aujourd'hui de la violence qui est celui de la racaille, il n'y a plus de monopole de la violence légitime de l'État. Ça n'existe plus. Ça appartient au passé. Il y a un monopole de la violence qui est occupé par la racaille dans notre pays. D'ailleurs, il n'y a pas de violence policière, il y a des violences racaillères. Il faut peut-être le rappeler. Et je salue en tout cas ce sursaut de résistance républicaine. Est surprenante. Non, il y a des violences racaillères. Il n'y a pas de violence policière dans notre pays. Ce sont les racailles aujourd'hui dans notre pays qui commettent la plupart des violences. Et en tout cas, je salue ces habitants qui se sont levés contre des situations totalement inacceptables. Et leur maire serait bien avisé d'ouvrir un petit peu les yeux et de reconnaître que ce n'est pas quelques jeunes, mais que c'est bien des racailles bien déterminées pour pourrir le quotidien des habitants. On a entendu l'élu nous parler de mesures qu'effectivement la municipalité décide, aider des forces de l'ordre. Il est, cela dit, assez rare de voir une population se mobiliser dans ce contexte-là. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu. Oui, il y a plusieurs éléments. Un, c'est un événement qui est structurel, c'est la hausse de l'indélinquance et de la violence en France. Moi, je pense que par contre, là où il a éventuellement raison, c'est que la crise du coronavirus a accentué le problème sur sa ville. En fait, il y a des personnes qui ne partaient pas dans sa ville en vacances, qui partaient notamment à l'étranger, qui se sont retrouvées du coup dans sa ville, de partir, je ne sais pas où, rien ne dans d'autres justifie, endroits. Cela dit, Voilà. de sortir du cadre de la loi. Et... Vous ne direz pas les endroits. Voilà, je vous laisserai le dire si vous voulez. Donc on a tous compris les endroits. Ils sont partis dans sa ville plutôt que de partir dans d'autres endroits. Donc ça, on l'a vu, hein, la question du déplacement lors des vacances. Au lieu de partir à l'étranger, les Français sont plus restés en France et donc ils ont choisi leurs différents lieux de localisation. Ensuite, il y a un autre cas, c'est que la question des jeunes et l'effet psychologique du confinement a été très important. C'est-à-dire que les différentes études l'ont montré, il y a eu plusieurs effets du coronavirus, une crise sanitaire, une crise économique, mais également une crise psychologique et sociale. Ça a modifié, accentué en fait les comportements. C'est-à-dire que des gens qui étaient plutôt calmes sont restés calmes et des gens qui étaient assez violents sont devenus encore plus violents. En fait, la crise du coronavirus, à tous les niveaux, a accentué tous les phénomènes possibles. Donc je pense que c'est pour ça qu'en fait on arrive à là. Et sur la question des mesures, en fait il n'a pas d'autres mesures à mettre en place. Il est maire, il a que des arrêtés municipaux. Il a pas de police municipale, ou en tout cas la police municipale. Oui, mais elle a très peu de pouvoir, la police municipale. Les effectifs de police nationale sont de d'autres endroits, ils sont pas dans sa ville. Et puis en plus, on en a évoqué tout à l'heure, la question de la réforme de la politique pénale doit être mise en place. Et ça va pas se faire en 6 mois, surtout pas avec Dupond-Moretti, donc ce serait compliqué. Oui, le maire connaît bien son territoire. Je ne pense pas qu'il fait de son mieux avec les moyens qui sont les siens. Il y a aussi beaucoup de stations balnéaires où les choses se passent correctement. Moi, je connais un peu la côte en Gironde, en Landes, mon département, en Pays Basque. Il peut y avoir des moments où, sur certains territoires, les choses dérapent. Il s'agit de les rattraper, de trouver les moyens. Mais moi, je suis pour qu'on... On ne puisse pas dire que ce maire est totalement, je ne le connais pas par ailleurs, je ne sais pas, totalement à côté de la plaque. Il essaye de réfléchir à la situation. Il essaye, donc ce n'est pas la peine de le disqualifier, j'ai envie de dire. Il essaye de se dire, est-ce que cette année-là, est-ce que ce coup-ci, il y a les effets post-Covid, etc. On peut réfléchir. Cela n'excuse en rien les incivilités, cela n'excuse en rien si une partie de la population d'en avoir ras-le-bol, parce que bien évidemment tout ça est très difficile à vivre, mais on peut quand même essayer de comprendre et réfléchir. Excusez-moi, si des habitants quand même décident de manifester, ce qui est extrêmement rare, hein, d'ailleurs c'est pour ça que ça a fait l'actualité, décident de manifester... Il y a pas mal de manifestations dans le pays. Non, mais sur ce thème-là, c'est extrêmement rare. Sur ce thème-là, c'est extrêmement rare, j'en conviendrai. Décide donc de descendre dans la rue, de se rassembler avec des banderoles. C'est-à-dire que ce phénomène-là, en fait, il y a une antériorité. Hein. Ça ne date pas des 2 mois de confinement. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui, à mon avis, s'est de plus en plus ancré à Palavas, qui, à mon avis, doit remonter à quelques années, et les habitants n'en peuvent plus. Voilà, donc c'est pas quelques semaines qui ont... Il y a un autre élément à prendre en compte aussi, c'est l'effet dans toutes les villes, en fait. On a vu le maire de Nice appeler le gouvernement à avoir des effectifs de policiers municipaux supplémentaires et de police nationale supplémentaires. On a même vu la maire de Lille parler d'ensauvagement. Et obtenir d'ailleurs certains. Et pourtant, c'est Martine Aubry. On sait quelle est l'idéologie de Martine Aubry. Donc en fait, toutes les villes commencent à demander. Et moi, je pense que eux, comme c'est une ville qui a moins de portée nationale, ils n'avaient pas le choix. C'est l'effet du désespoir qui les a conduits à manifester parce qu'ils n'en peuvent plus. On observe malgré tout quelque chose de particulier cette année, même si on est dans un contexte, et vous le rappeliez tout à l'heure, d'incivilité, de dérapage par rapport à la loi, par rapport aux libertés individuelles, à la tranquillité, hein, une
première des libertés. On est dans un contexte d'accroissement de ce genre de comportement. Mais cette année est particulière. Je pense qu'il faut quand même remettre ça dans un contexte post-Covid, puisque le tourisme et les vacances d'été sont complètement différentes de ce qu'on a pu voir sur les années précédentes. C'est-à-dire que les gens sont restés en France, donc sont allés dans les publics accueillis ne sont pas les mêmes que d'habitude. On l'a vu en région parisienne, rappelez-vous, après le 11 mai, les 100 km. J'ai la chance d'être le maire de Chevreuse. Chevreuse, ça a fait rêver la petite et la grande couronne. Et nous, on a halluciné pendant 3 week-ends. On a vu débarquer des flux de touristes qu'on n'avait jamais vus et qu'on ne reverra certainement sans doute jamais, parce qu'on était dans les 100 km de Paris et parce que les gens avaient besoin d'air, de campagne, et on était ravis de les accueillir, et en même temps dans l'incapacité totale de les gérer de manière intelligente. En plus, avec les restaurants, les parcs fermés... Encore une fois, on n'était pas prêts. Les parcs fermés, vous êtes dans la vallée de Chevreuse, les parcs sont fermés, ça paraît un petit peu... donc le contexte est différent. Voilà, donc le contexte est différent. Les touristes ne sont pas les mêmes, ne sont pas au même endroit que d'habitude. Il y a certainement peut-être un peu de frustration. Et je rapporte à vos propos, les gens n'ont pas pu avoir... et en plus, après cette période qui a été difficile moralement, n'ont pas pu forcément aller dans les endroits où ils auraient souhaité aller. Je pense que malgré tout, même si ce contexte est de plus en plus présent, ce contexte d'insécurité et d'incivilité est de plus en plus présent, malgré tout, cette année est aussi vraiment très spécifique. Est-ce que ça excuse pour autant des comportements? Rien ne l'excuse. Justement, il ne faut surtout pas. C'est ce qu'on. Non, mais c'est ce qu'on dit tous depuis tout à l'heure. La subtilité. Il faut arrêter de l'excuser. Il faut arrêter de l'excuser. Parler avec une certaine pudeur des publics. Voilà. Ces publics-là ne se sont pas, entre guillemets, radicalisés ou ensauvagés avec le confinement. Non, mais ce ne sont pas les mêmes personnes qui viennent, en fait. Oui, enfin, non, mais très bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on le voit ces dernières semaines, dans tous ces actes à la fois de barbarie, de sauvagerie, de violence extrême, dans une base de nature en Essonne. On l'a vu avec cette laverie dans le Val d'Oise. Enfin, il y a des comportements extrêmement violents. Et c'est toujours le même public. Le public qu'on refuse de nommer, qu'on refuse de qualifier. Et finalement, on refuse de s'attaquer au mal à la racine parce qu'il y a une certaine pudeur en disant que soit c'est le confinement, soit peut-être parce qu'il y a eu des tensions, peut-être parce que psychologiquement certaines personnes, etc. À un moment donné, il va falloir aussi désigner le mal qui est à l'origine de tout ça. Mais je vous le rappelais tout à l'heure, d'ailleurs, en disant qu'à un moment, il fallait nommer les choses. Sauf que là, moi, je ne les connais pas, Palavas-les-Flots, donc je ne me permets pas de le faire. En revanche, on en revient à la vallée de Chevreuse, que je connais mieux et pour lequel on a été très surpris d'accueillir un flot de touristes au mois de mai qui ont eu des comportements rien de grave, mais honteux au niveau propreté, qui ont laissé les lieux dans des états, on l'a vu aussi dans les parcs parisiens, des choses comme ça, qui étaient des gens à l'éducation tout à fait normale. Et il y a eu une espèce de lâcher-prise où les gens ont eu un comportement on l'évoquait aussi par rapport déplacé. aux forces de police demandées. Les grandes villes sont aussi plus favorisées par rapport aux petites. On imagine que les maires, après l'exemple de Lille et de Toulon, de Nice. Rappelez-vous, de Nice. Et la semaine dernière, oui, après les demandes faites et la volonté du nouveau ministère de l'Intérieur de répondre à ces demandes, que la liste va s'accroître comme un bras de renfort de police. Sur la question des polices municipales. Bien sûr. Des ruptures d'égalité, parce que d'abord, il y a comme vous l'avez dit, il y a des petites communes qui ne pourront pas accéder, et c'est des communes qui sont confrontées aussi parfois de vrais problèmes. Et puis, quand vous prenez une agglomération, si vous regardez certaines villes, c'est pas les mêmes effectifs de la police municipale, c'est pas les mêmes missions, c'est pas la même stratégie. Parfois, il y a des ruptures territoriales, oui. Et l'État propose, à la demande de certains maires, je pense à Arnaud Péricard, par exemple, le maire de Saint-Germain-en-Laye, le maire de Nice également, la semaine dernière, où il y a 15 jours à peu près, l'État a proposé de renforcer les prérogatives de la police municipale. C'est très bien et on en a besoin. En même temps, c'est à double tranchant, parce que je pense que si plus la police municipale va aller sur le terrain de la police nationale ou de la gendarmerie en fonction des zones, plus on va assister à un désengagement des forces de sécurité nationale. Donc, et n'oublions pas l'autre pied. Et il faut aussi le retour des colonies de vacances. Et il faut aussi le retour du monde associatif. Du monde associatif, des moyens, de l'encadrement des jeunes qui sont privés de vacances et qui peuvent être accueillis dans des structures municipales, etc., pour découvrir des activités. De la culture. Mais quand on embauchera des policiers municipaux, on financera moins de centres de loisirs.
Voilà. Je ne fais pas que sortir ma petite boîte à musique quand je fais ça. Hein. J'y crois vraiment. Je vois que vous souriez. Mais j'y crois vraiment. Je pense vraiment qu'il faut être ferme sur la sanction, mais qu'il y a tout un travail éducatif, social à retrouver dans un très grand nombre de territoires. J'ai juste une question dessus. Je suis un enfant des colonies de vacances. C'est super. Je posais une question. Allez, rapidement et on enchaîne. Si ça fonctionnait vraiment, pourquoi est-ce que le département de Seine-Saint-Denis, qui a un des budgets les plus élevés en termes d'action sociale, ça ne fonctionne pas? La Seine-Saint-Denis, je vous l'assure, il y a beaucoup de maires qui font un travail remarquable. Mais pourquoi ça fonctionne pas? Et on devrait, mais ça peut fonctionner aussi beaucoup. Moi, je peux vous dire qu'il y a des maires en Seine-Saint-Denis qui ont maintenu les colonies de vacances, qui ont maintenu. Ça vous fait sourire. Mais il y a des familles populaires privées de vacances qui vous ne voyez la Seine-Saint-Denis qu'au prisme de ce qu'on peut dénoncer d'ailleurs dans ce qui peut s'y passer, mais jamais sur ce qui se réalise positivement. C'est un département qui souffre beaucoup en dotation de services publics. Et pourtant, les maires font des choses remarquables. Je crois pas. Bien sûr que si. Il y a eu un rapport parlementaire sur les moyens de l'État en Seine-Saint-Denis, je peux vous dire, c'était affligeant. Il nous reste 10 minutes, le temps d'évoquer, ça va vous... On parle de musique un petit peu, mais pas forcément dans le cadre légal, c'est bien le problème. À l'image de ce qui se passe en ce moment dans une commune de Lozère, Ur-la-Parade, située dans le parc national des Cévennes. Plus de 10 000 jeunes font la fête depuis ce week-end sur un terrain agricole privé qui était fermé par des barbelés qu'ils ont apparemment cassés. Les agriculteurs sont inquiets, évidemment, et nous sommes en ligne avec le maire d'Ur-la-Parade, André Barret. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Décrivez-nous ce qui se passe sur votre commune. Des jeunes se sont donc installés avec 4000 véhicules, comme on le voit sur ces images, sur un terrain privé. Et on rappelle qu'en période de Covid, les rassemblements de 5000 personnes sont pourtant interdits. Oui, tout à fait, effectivement. Alors, une petite précision, on a baissé énormément en nombre de fréquentations. Là où, à l'heure actuelle, on n'a plus que 3500 personnes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de véhicules. C'est une évacuation qui fait lentement. Alors effectivement, c'est un terrain agricole qui a été saccagé, avec les clôtures qui vont avec, mais ça ne touche pas qu'un exploitant agricole, ça touche tout un secteur. Voilà, les troupeaux, il ne faut pas faire mélanger les troupeaux, etc. C'est cette petite invasion musicale, vous avez parlé de musique, oui, c'est une invasion un petit peu bruyante. Alors moi je l'entends, je ne sais pas si vous l'entendez, pourtant je suis à 6 km. Donc c'est quand même quelque chose d'assez violent subi par à la fois les agriculteurs mais aussi par les habitants du territoire. Est-ce que ça veut dire que la police n'est pas intervenue? Alors si, bien sûr, les forces de l'ordre sont en place, heureusement. Et puis nous avions malheureusement l'expérience d'une rave party avec 20 000 participants en 2001, ce qui nous a permis, nous, à la mairie, de prendre les dispositions pour mettre en sécurité on va dire la cohorte de ceux qui suivent les raveurs et qui en profitent pour faire de menus larcins aux alentours. Donc ça, on a pris les dispositions bien avant que l'État intervienne, avant que les services de police interviennent. Par contre, et ça je tiens à le souligner, on travaille en parfaite coordination avec les services de l'État et avec les forces de l'ordre. C'est quelque chose qui est très important. Alors, ces gens-là, on nous demande de les faire évacuer. Nous, on a très bien compris qu'on ne peut pas rejeter ces gens-là sur les routes parce qu'ils sont très dangereux pour eux-mêmes et pour les autres. Et donc, tout le travail consiste à faire évacuer le plus rapidement possible, mais sans violence, ce secteur-là. Il y a deux problèmes dans ce que vous nous décrivez. Il y a effectivement la violation d'un territoire privé et puis la crise sanitaire, puisqu'on le voit sur ces images, les gestes barrières, la distanciation sociale ne sont pas respectés. Alors, ça n'est pas respecté, mais Madame la préfète est à mes côtés, mais elle écoute ce que je dis. Mais les services de l'État ont mis à disposition à la fois une cinquantaine de litres de mémoire de gel hydroalcoolique, des tests PCR disponibles, évidemment non obligatoires, mais sur l'acte volontaire. Et puis le port du masque obligatoire. Il y a des contrôles à la sortie de la rave party et pour protéger la population lozérienne qui, elle, vous avez pu le voir, a été très peu impacté. Et donc, ces gens-là qui ne prennent aucune précaution, effectivement, 5000 personnes, 2000, 3000 maintenant, sont potentiellement porteuses et on leur demande, on les oblige à mettre le masque et s'ils ne le mettent pas, c'est un procès-verbal réellement appliqué. Voilà. Donc, effectivement, c'est une difficulté, mais il y a une réactivité et puis il faut faire comprendre à tout le monde que à un moment donné, violer tout le temps la loi, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Une société. Merci beaucoup en tout cas d'avoir témoigné sur l'antenne de CNews. André Barret, je rappelle que vous êtes maire de Ur-la-Parade en Lozère. Il nous reste quelques minutes pour
discuter de ces problématiques-là. Donc on a dit en même temps d'incivilité, qui reste dans nos thématiques d'incivilité et puis de crise sanitaire, puisqu'évidemment, très bien si les services sanitaires sont entre-temps là pour proposer du gel hydroalcoolique, mais sur la base du volontariat, ça vous a fait tiquer, ça? Non, enfin c'est la situation qui m'a fait tiquer. On nous explique que c'est un rassemblement interdit. Difficile d'imaginer que autant de monde avec du matériel quand même. On le voit tous les étés en France à différents endroits. Mais enfin, moi j'ai toujours du mal à comprendre comment autant de monde peut venir s'installer sans qu'il se passe rien et sauf à constater une fois que tout le monde est en place. Et puis qu'il y ait un accompagnement sanitaire, très bien, et c'est tout à fait normal. Et je crois qu'il y a eu des distributions de masques également, il y a eu un certain nombre de choses. Et des tests PCR qui sont réalisés. Je ne suis pas sûre que ce soit aujourd'hui le moment de leur préoccupation première, là, d'aller se faire tester. D'autres choses dans le nez, oui. On nous expliquait qu'il était dangereux de les faire, compte tenu de leur état, ce que nous disait le maire à l'instant, qu'il était dangereux de les faire évacuer tout de suite. Donc ça laisse imaginer que le test PCR ne soit pas leur priorité, en tout cas je le pense. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Là viennent à un endroit où, donc, propriété privée, ils savent que c'est interdit, puis ça fait partie du jeu, en fait, que ce soit interdit. Et puis on les accompagne au niveau sanitaire, et puis on va les prier quand ils seront en état de le faire de rentrer chez eux. Et puis derrière, il va rien se passer. Donc pourquoi il n'y aurait pas ce genre de manifestation à d'autres moments, Voilà, on banalise encore une fois. C'est interdit, mais si vous le faites, il ne se passera rien. Je trouve qu'on banalise l'interdit. Ce qui est hallucinant avec l'État macroniste, quand c'est interdit, c'est autorisé. Voilà. Et c'est autorisé parce qu'il n'y a pas la volonté, finalement, de sanctionner. Un peu raccourci. Des manifestations, de Monsieur Macron. Les manifestations en faveur de George Floyd étaient interdites, elles ont été autorisées sous couvert qu'il y avait l'émotion internationale, qui finalement était supérieure à l'état de droit. Alors là, ce serait quoi sous couvert de quoi? Là, c'est sous couvert qu'en fait l'État est incapable de faire respecter ses propres règles sanitaires. Voilà. Et ce qui est très inquiétant, puisque ça va favoriser les infractions à la fois de grandes manifestations, que ce soit des rave parties ou d'autres fêtes un peu partout. Ce qui est insupportable, c'est le 2 poids 2 mesures. C'est qu'on va verbaliser encore une fois le contrevenant qui va prendre la mauvaise rue et qui n'aura pas son masque. On va verbaliser, comme ça a été le cas pendant le confinement, la petite mamie qui va voir son mari à l'EHPAD et qui a oublié que c'était le confinement et qui se prend 135 €. On va verbaliser aussi dans le petit village celui qui va vouloir organiser son petit vide-grenier. Lui, il va être verbalisé. Mais par contre, certaines manifestations vont être totalement autorisées. Ça va être l'impunité générale. C'est ça qui est insupportable et qui ne favorise pas, encore une fois, la lutte contre le virus. Parce que, évidemment, là... C'est ça le vrai problème. Mais tout est un problème. Je ne suis pas véritablement le représentant du pouvoir macronien, comme on dit sur ce plateau, loin s'en faut, mais ces rêves ont existé depuis pas mal d'années maintenant. Bah oui, donc on dit là, le problème qu'on a, c'est la situation sanitaire. C'est ça le vrai problème. Il y a aussi quand même un agriculteur. Il y a une question de on est d'accord sur le diagnostic. Mais après, comment vous faites par rapport à ce type d'événement? C'est très compliqué. Il y a une complexité aussi. Ça veut dire qu'on ne sait pas faire? Mais comment ça Comme vous dites, c'est pas nouveau, ça veut dire qu'on y a déjà été exposé. Les lieux ne sont pas connus, ça circule. Mais le renseignement territorial fonctionne. Excusez-moi. Comment eux, les 4000 personnes Monsieur Lartigot, quand j'organise dans mon département de Lyon une réunion ou une manifestation avec 50 personnes du Rassemblement national, le renseignement territorial est au courant une semaine à l'avance. Donc j'imagine que pour 5000 ou 10 000 personnes, ils savent très bien où ça se passe, ils savent très bien sur les réseaux sociaux qui va y aller, donc il peut y avoir une réponse policière. Enfin, en tout cas des gendarmes sur place. Alors, c'est pas le cas. Alors comment vous faites concrètement? Comment ça concrètement? Allez-y, comment vous faites? C'est-à-dire vous avez une centaine de jeunes qui arrivent. D'abord, vous pouvez interdire le rassemblement. Ça, c'est... Oui, il y a un arrêté préfectoral. Qui ne l'empêchera pas. Il y a un arrêté préfectoral qui peut tomber. Bon, ça, c'est aucun problème. C'est une possibilité administrative. Après, les jeunes arrivent en très grand nombre. Vous gérez comment? Parce qu'il y a complexité dans ces questions-là. Pourquoi? Vous les verbalisez? Vous verbalisez. Vous les verbalisez et vous les évacuez si avec encore une fois la violence légitime des forces de l'ordre, s'il y a encore une fois la difficulté, s'il y a volonté de faire obstacle. Ce genre d'événement, parce que le côté aussi interdit fait partie du jeu.
fait partie de leur... Voilà. Donc on ne sait pas organiser ce genre d'événement hors Covid. Mais bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous. Hors Covid, on est déjà... ce genre d'événements sont toujours interdits. Et moi, je vous dis, je pense aux agriculteurs qui ont leurs parcelles. Et puis, on a vu, ça représente quand même une grande surface. Non, mais l'État est capable de le faire. Je vais prendre une comparaison et je vais le faire exprès. Lors des manifestations de Gilets jaunes, on savait exactement où est-ce qu'ils allaient, où est-ce qu'ils allaient manifester, combien ils étaient, de quel profil ils venaient, de quelle région et quel était leur travail. Ils ont réussi à les attraper avant. Quand on prend les grandes manifestations après la dégradation de l'Arc de Triomphe, on savait exactement d'où est-ce qu'ils allaient venir, comment les faire pour les attraper et comment les faire pour les... Je ne pense pas qu'on puisse prendre pour exemple la doctrine du maintien de l'ordre sur la séquence Gilets jaunes par l'exécutif. C'est pour ça que globalement, c'est une question... C'est plus une question de volonté qu'une question d'impuissance. L'État a les capacités de stopper de telles manifestations, c'est juste qu'il ne veut pas le faire parce qu'il sait globalement que ça va être très compliqué et que globalement, le personnel policier ne veut pas y aller non plus parce qu'il sait que globalement, il va se faire attraper à la sortie. Mais voilà, il y a le stopper, mais il y a aussi peut-être être en capacité de l'organiser dans de bonnes conditions, hors Covid, bien sûr. Mais enfin, ça fait quand même des années qu'on voit été après été ce genre de rassemblement toujours interdit, toujours sur le domaine privé, toujours où on donne l'impression de le découvrir une fois, alors que c'est déjà en route depuis plusieurs heures. Je pense que légalement, on ne sait pas organiser. Je pense à un autre sujet, l'aire d'accueil des gens du voyage. Aujourd'hui, on le voit de manière tout à fait sauvage, sur des terrains privés qui posent les mêmes difficultés. Sauf quand les collectivités ont fait de vrais investissements pour la dignité et l'accueil de ces populations-là. Alors là, je vais vous répondre, même dans les collectivités, vous serez les bienvenus pour revenir en parler sur ce plateau. Pardon. Il est l'heure, malheureusement, de vous remercier. Marie-Anne Le Pallec, merci. William Tay, Julien Odoul, Olivier On peut souhaiter un anniversaire, Daniel Cordier à 100 ans aujourd'hui. Ça aussi, j'ai rien pu. Non, on n'a pas le temps. Mais ça y est, c'est fait, vous l'avez fait. Quelque chose de positif de dire, de parler de Daniel Cordier, de ses engagements. Voilà. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. On se quitte pour ce soir, mais on se retrouve demain 17h55 sur CNews.